J'ai, on va dire, à mon actif certains des premiers sites qui existent. Il y a JP Morgan qui devait faire notre introduction en bourse et on était valorisé à peu près 10 milliards de dollars. Donc 24 ans, virtuellement milliardaire. J'ai potentiellement dans ma tête que je vais peser 4 milliards. Il va y avoir à côté de moi des Maria Carré, des Johnny Depp, Leonardo DiCaprio. Bon, moi quand même, 2 ans avant, je répète, je suis à Marseille, je suis à Montpellier. Je viens d'un petit village de Marseille, on était 7-8 000 habitants, quoi. Et les filles, tu gères comment à ce moment-là? Bon, je suis à New York, à ce moment-là. Voilà, quoi, je sors beaucoup, bon, ça bouge, quoi. Je dis, à un moment, il va falloir que ça cesse. Ah, ça c'est pas possible en fait. Moi je peux pas toute ma vie avoir froid. C'est pas très masculin d'avoir froid tout le temps. Et là, l'écharpe, le truc, le cache-nez, non mais c'est pas très masculin quoi. Là il me dit accueille le froid. Dis-toi c'est un élément et prends-le avec toi. Bon, c'est vrai qu'à la sortie, j'avais un peu mal à tous les doigts de pied. Et dès le lendemain, il y a 2 doigts de pied que je n'ai plus senti. Je me suis dit, ça va revenir. Je crois que c'est revenu 9 mois après. Mais bon, d'un autre côté, si tu réfléchis bien, j'en avais pas vraiment besoin de ces 2 doigts de pied. Ah oui. À part que je me retrouve tout seul le 18 septembre. Parce que c'est une semaine après les attentats du 11 septembre. J'ai un investisseur qui vient me voir, il me serre la main, il me dit toutes mes condoléances. C'est terminé. Et heureusement que je n'ai pas été milliardaire à ce moment-là parce que j'aurais cru potentiellement que j'étais ultra riche. Alors que derrière, la richesse, je l'ai aujourd'hui. La richesse, c'est mes 30 ans d'expérience. C'est tous mes fails, c'est mes faillites, c'est mes succès. C'est ça ma richesse. Direction le succès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour l'épisode 6 d'Ultra Cash avec Marvin. Salut Amine, comment tu vas? Très très bien. Mason. Bonjour tout le monde. Et Yannick. Bonjour tout le monde. Yannick a un visage qui vous est pas encore familier. Je vous explique pourquoi il est là. Juste avant, comme ça, vous comprenez l'épisode. Il va être différent d'habitude parce qu'on a 2 invités spéciaux, dont Yannick, et un deuxième qui arrive dans quelques minutes. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Yannick pendant 10 minutes et ensuite de l'histoire fantastique et incroyable du prochain invité. Yannick, tu avais une problématique. Amine, il faut que tu nous teases un petit peu plus sur le prochain invité et sur son histoire parce que là, je pense ça manque d'enthousiasme comparé à la taille de l'invité. Et je pense que c'est le genre de personne qu'on voit très rarement sur YouTube. C'est vrai. Et je sais pas, juste pour donner quelques éléments, notre prochain invité, on va pas dire son nom, était quand même milliardaire à 24 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une success story, c'est une succession de hauts, de bas. À 25 ans, il était SDF, donc voilà. Il va nous raconter ça un peu plus en détail par la suite, mais restez bien parce que franchement, je crois que ça va être notre meilleur épisode jusqu'à présent. Exact, et c'est Marvin qui l'a rencontré. Ouais, j'ai rencontré. Et surtout, aujourd'hui, il gère une équipe quand même de 600 plus de personnes. 650 personnes. Faut pas dire 50, c'est pas beaucoup. donc franchement, non, il fait des séminaires avec eux, etc. Bref. Ouais. Restez bien connectés les amis parce que ça va être un épisode bourré de valeur. Et sur ce, Amine, let's go. Alors Yannick, tu es un auditeur et un spectateur de ce podcast, Yes. aussi membre du Lift, le mastermind de Marvin. Et aujourd'hui, tu avais un sujet dont tu voulais parler par rapport à ton entreprise Family Caps. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu toi et ton entreprise? Bonjour, je m'appelle Yannick Chimpaka Kapeta, j'ai 28 ans et je suis le fondateur et CEO de Family Caps. Family Caps, c'est une plateforme digitale qui organise le transport des enfants afin d'aider les parents qui n'ont pas le temps ou trop peu d'énergie pour le faire eux-mêmes. Trop bien. Et tu es arrivé dans le Lift, tu avais quelques petites problématiques. Par exemple, je sais que tu voulais lever des fonds à une certaine période. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Mason et Marvin t'ont dit comme conseil qui a tout changé dans ton business, si je ne me trompe pas? Je vais juste réexpliquer un peu le contexte pour que les gens comprennent bien et pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là. Il y a quelques mois, on en a parlé, Yannick, tu vois, tu étais vraiment dans l'optique à fond. Je lève des fonds pour mon business, Et avant qu'on se rende compte, c'était une de tes problématiques principales, on va dire. Et on t'a apporté un point de vue un peu différent sur la manière dont tu devais peut-être opérer ton business. Et ça a eu un changement. Juste, tu peux parler de ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a trop de gens qui sont focalisés sur les levées de fonds et pas assez sur le fait de gagner de l'argent. Voilà. Faire de l'argent. Et c'est ça le meilleur conseil que Mason m'a donné. C'est vraiment, pendant très longtemps, j'étais focalisé sur le fait de faire une levée de fonds comme si ça allait régler tous mes problèmes et que mon business allait être sauvé, qu'il allait pouvoir grandir. Tu peux donner un peu des chiffres là où tu en étais, tu vois, il y a un an par rapport à ton business et dans quelle optique tu étais par rapport à ta levée de fonds? On était à des chiffres parce qu'on ne savait même pas s'octroyer un salaire. Donc, on était vraiment dans les chiffres concrets. Début 2023, on était à moins de 2 000 euros. Quand j'ai rejoint le Lift en avril, c'est bien en avril, yes.
Je devais être à 3-4 000. Ça commençait à monter, donc hein, on a beaucoup de clients particuliers. Mais bon, vu qu'on est dans le transport, on est sur une marge entre 15 et 25% pour la société, ce qui est rien du tout. Ouais. Donc on n'est pas dans un service ou dans un business où on fournit le service nous-mêmes et on prend beaucoup d'argent, on doit faire travailler beaucoup de personnes. Et à ce moment-là, du coup, tu étais à 3-4 000 et là, déjà, tu cherchais à lever des fonds pour développer ton boîte parce que pour toi, dans ta tête, c'était le seul moyen finalement de C'est ça. pouvoir développer ton entreprise et de payer. C'est ça. Et surtout parce que je sais qu'il y a surtout cette peur. La levée de fonds dure très longtemps, ça peut durer 3 à 6 mois, donc il faut s'y prendre à temps. Et le fait aussi de se dire, personnellement, il y a mon associé, il y a moi, il faut qu'on commence à se payer. Il y a un peu cette peur de dire que le business va se fatiguer, ou les gens qui y travaillent vont se fatiguer. Et d'un jour à l'autre, ça peut s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça pendant très longtemps. Et on pense que la levée de fonds va tout résoudre. Mais c'est un déclic que j'ai eu au dernier événement Lift, au dernier Mastermind en octobre, parce qu'on est venus ici tous ensemble pendant une journée, parce que Fabio était intervenu. Je me souviens, la journée, elle a commencé par Marvin qui fait un coup de gueule sur tout le monde. Pourquoi Qu'est-ce que t'as dit encore? Non, j'étais énervé. En fait, j'étais énervé parce que si tu veux, le lift, donc on a plusieurs levels chez Ultra. On a du coup la partie Lean Business, donc comment t'apprends comment créer ton business et comment le scaler un tout petit peu. Puis ensuite, tu vois, après que tu aies ces informations-là, on passe du coup sur le lift. Du coup, dès que tu génères tes premiers revenus, en gros, tu manques d'entourage, tu veux des informations un peu plus précises par rapport à tes problématiques, etc. Et tu es déjà plus niché, tu sais ce que tu fais. En gros, on a ça. Et après, on a le dernier niveau, du coup, qui est le Mastermind Ultra. Mais c'est pas ça le sujet. C'était de se dire, en fait, on a créé le Lift, qui est pour moi un des meilleurs programmes quand tu as un business et que tu veux démarrer. On a donné toutes les clés, etc. Et je voyais que les mecs avançaient pas assez. Et ça m'énervait en fait. Et du coup, je suis arrivé, je fais un coup de gueule pendant 1 heure. Je dis franchement, c'est n'importe quoi. Je dis, il n'existe rien de mieux sur le marché en termes de formation. Vous pouvez pas avoir de meilleurs, entre guillemets, conseils. Les intervenants, il n'y a personne qui ramène des gens aussi crédibles, etc. Donc, bougez-vous et faites des efforts, quoi. En gros, c'était ça le message total. Et du coup, après, ouais, ça a commencé de manière un peu spontanée, quoi. Il y a beaucoup d'émotions pendant cet event. Ouais. Ça a marché le coup de gueule. Ouais. Du coup, quel a été ton déclic, tu vois, ce jour-là? On avait une discussion aussi où là, je t'ai dit, faut que tu te concentres absolument sur... Oui, je voulais travailler avec qu'une personne que je connaissais pour justement que cette personne-là m'aide à lever des fonds. Donc, j'allais payer quelqu'un pour lever des fonds. En fait, ça n'avait pas trop de sens, en fait. Dans la situation, on était autant se focaliser sur nous, si on dépense de l'argent, on le dépenser pour attirer des nouveaux clients, plutôt que de rester dans une position d'assister et d'attendre que quelqu'un nous aide à lever des fonds. Donc, Surtout que souvent les leveurs de fonds, ils ont tendance à pousser la levée de fonds alors que tu n'en as pas forcément besoin parce qu'ils ont leur fille à la fin, quoi. Donc c'est même pas les bons conseillers, quoi. Voilà, c'est ça. Et depuis ce jour-là, je me suis vraiment focalisé sur... j'ai revu ma stratégie acquisition client, quel genre de client je voulais acquisitionner, avoir, où je pouvais les trouver, ces clients-là. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé vraiment à augmenter mon chiffre d'affaires de manière significative, justement en targetant plus des grandes organisations et du B2B. Ouais. Et là, aujourd'hui... Chose que tu faisais pas du tout avant, quoi. Chose que je faisais pas du tout avant. Ou même peut-être que si j'avais pensé, j'avais peut-être peur, je me sentais pas crédible. Ouais. J'attendais la levée de fonds, que mon business soit parfait. Quand je les approche, j'ai la bonne plateforme, j'ai l'application, tout est beau, tout est nickel, tout est lean, tout est lisse. Et je peux enfin travailler avec eux, il y aura pas de problème en fait. Mais en fait, on est entrepreneur, t'as une start-up. Il faut être fort au niveau justement humain pour gérer tous ces cas-là. Ouais. Le fait que tu sais ce ne sera pas parfait, tu sais que tu auras un client, tu sais que tu vas le signer, il va te dire commence demain et toi tu n'es pas encore prêt, que tu dois tout mettre en place et tu dois faire en sorte que ça se passe le mieux possible et de communiquer le fait que tu es encore au début, que ça se passe comme ça et du coup, si on peut résumer brièvement, quand tu es arrivé, tu faisais combien plus ou moins? 3-4 000 par mois. Aujourd'hui, tu fais combien? Plus de 30 000 par mois. Ok, génial. Et du coup, la problématique que tu as pour le moment, c'est quoi? Recrutement des conducteurs. Ok. Du coup, en gros, ton plus gros problème pour le moment, c'est de savoir comment recruter plus de conducteurs. C'est ça. Comment ça se passe aujourd'hui en manière de recrutement? C'est-à-dire que tu es en concurrence par rapport à qui? On est en concurrence par rapport à personne. Notre plus grosse problématique dans le fait de recruter des accompagnateurs légitimes, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte que cette opportunité de travail-là existe. Okay. Vu que c'est des gens, dans le meilleur des cas, on a 2 profils idéaux. C'est par exemple les retraités. Retraités ou les femmes de 40-50 ans qui cherchent un revenu complémentaire. Leurs enfants sont déjà assez élevés, ils sont déjà assez grands et elles travaillent et elles cherchent un revenu complémentaire à faire le matin ou l'après-midi. Et aujourd'hui, les retraités, tu les trouves comment, les premiers que tu as eus? Bouche à oreille. Ok. Le grand-père d'un de mes accompagnateurs a commencé à conduire pour nous. Pareil pour les femmes? Yes. Tu sais c'est quoi à peu près leur centre d'intérêt?
Les centres d'intérêt, c'est ça qu'il faudrait que je travaille. Parce que là, j'aimerais bien créer un tunnel d'acquisition, un tunnel de vente en les targetant via Facebook et Instagram. Et justement, il faut que je connaisse leur centre d'intérêt et tout ça. Pour moi, il y a des trucs beaucoup plus simples. On a un de nos membres, du coup, qui lui fait du transport de personnes normales. Et lui, en fait, il recrute tous ses conducteurs à l'église, tu vois. Genre, sa mère, en fait, elle va à l'église tous les dimanches. Là-bas, en gros, il y a plein de gens. Et en fait, du coup, en gros, elle recrute, à chaque fois qu'il a besoin de nouveaux chauffeurs, eh ben, elle les recrute à l'église. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'en fait, en fonction des centres d'intérêt des retraités ou des femmes entre 40 et 50 ans qui sont dans la niche de ta besoin, ben, en gros, tu te retrouves dans leur lieu ou dans les événements où ils font peut-être du sport ou des fêtes, j'en sais rien, peu importe. Et en gros, là-bas, tu peux aller du coup les chercher, quoi, les targeter, quoi. C'est Mais du tellement coup, simple le business. non, mais tu vois, c'est Et con, c'est ça, mais c'est en gros, ça, c'est ça. et il est jamais à court, quoi, de livreurs, quoi. Je sais très bien. Est-ce que Yannick, c'est quelque chose qui t'aide, les conseils qui ont été donnés ici? Yes, c'est quelque chose qui m'aide. Ok, super. Est-ce que tu vas les appliquer? Ouais, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant, en gros? Mettre en place, en gros, maintenant, c'est vraiment me focaliser sur le conseil de l'église. Il est très bon, très pertinent. Donc, c'est vraiment réfléchir où ce qu'ils peuvent être, même de manière naturelle, sans aller sur Facebook, sans penser à leur... C'est trop compliqué en fait, ça ouais, prend du temps ça à prend mettre du en temps. place. Si tu es hyper à l'aise avec les technologies, oui, mais si c'est pas forcément le cas, les Ouais, il apprendre, faudrait- ça va prendre trop de temps. Sur le long terme, c'est une bonne stratégie. Sur le court terme, le mieux, c'est de. Et un dernier point, et puis après, on te laissera, c'est le fait, du coup, d'affilier peut-être les gens que tu recrutes. Yes. Donc, juste entre guillemets, les gens, ils se connaissent entre eux. Tu vois, tu sais, on est toujours entre gens qui nous ressemblent. Donc, en gros, si aujourd'hui tu cherches un entrepreneur, bah, tu sais que moi, j'en trouvais, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont d'autres personnes qui s'ennuient. Et ces autres personnes qui s'ennuient ont d'autres personnes qui s'ennuient. Et en fait, en gros, tu as besoin peut-être de, je sais pas, peut-être de 20, 40 chauffeurs. Là, tu peux largement les trouver autour de toi, quoi. C'est le premier conseil que tu m'avais donné. Et je l'applique déjà. Ah, bah voilà, Donc, top. on en a- Super. Et- Bah écoute, merci en tout cas Yannick Un grand d'être plaisir. passé. Si vous aussi vous désirez passer dans l'émission pour parler d'une problématique ou d'un sujet qui vous est important, alors n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire ou nous envoyer un DM et on se fera un plaisir de vous inviter ici dans nos studios. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité JC qu'on accueille dès maintenant. JC, comment tu vas? T'es chaud? Ah, je suis chaud et je suis plus que prêt. J'étais déjà prêt dans le ventre de ma mère. Ah, ça démarre bien. C'est une arrivée fracassante. JC, je te l'ai dit plusieurs fois, en fait, tu es venu dans ma vie et apporter en fait un nouveau, pour moi, modèle de réussite et de richesse. Pour contextualiser ton parcours sur quelques moments phares, milliardaire à 24 ans, SDF à 25 ans, et aujourd'hui, du coup, quelques années plus tard, tu gères une boîte du coup qui fait quasiment 100 millions de chiffre d'affaires avec 650 employés. JC, c'est quoi s'il y avait un mot pour te définir aujourd'hui? Détermination Ouais, et résilience. et résilience. De ouf. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire, d'où tu viens, et aujourd'hui faire un état des lieux, enfant, mariage. Ok, ah, mais attends, mais là, c'est 4 heures le podcast, là. Bon, je viens de Marseille, vous l'avez peut-être reconnu à l'accent, voilà. En gros, j'ai commencé à, on va dire, les premiers bribes d'entrepreneuriat, c'est quand j'avais 15 ans à peu près, 14-15 ans, où j'ai commencé à mixer, j'ai commencé à organiser des soirées, j'ai commencé à me faire de l'argent de poche, et puis l'argent de poche après est devenu de plus en plus gros, hein. Au début, les petites soirées, j'ai commencé à lancer, je suis parti des premiers qui ont lancé la house, la techno dans le sud. C'était dans les années 90, quoi, voilà, ou 90, je sais pas comment on dit ici, mais bon, voilà, au début. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à gagner plus d'argent pour financer à la fois une partie de mes études, de ma vie, quoi, voilà, de ma vie perso. Et puis ensuite, je suis rentré en prépa, école de commerce, que je vais pas forcément continuer longtemps, mais bon, voilà. Après, je suis allé travailler à Paris, à la bourse, puis à Wall Street en banque d'affaires, en fusion-acquisition, et puis rapidement capital risque, et puis très vite pour arriver à l'histoire que tu m'as dit, effectivement, mon premier méga succès, méga échec, où en gros, je me suis retrouvé rapidement sur ce qu'on appelait à l'époque une web agency, une agence digitale, en 98, pour laquelle j'avais à peu près 40%, j'avais un associé qui avait 60%, et rapidement, je l'ai intégré suite au fait qu'on devait faire un gros investissement au niveau de la banque d'affaires chez eux.
au final, avec un autre acteur qui s'appelait Omnicom, qui est la première boîte de com de la planète. Puis au final, le deal s'est pas fait. Moi, je suis rentré très rapidement. J'ai pris quasiment 40% de la boîte. Et en gros, la boîte, c'est déjà une petite vingtaine. C'est des designers. Là, on parle d'une époque où il n'y avait pas Internet en France, on était encore au Minitel. En Europe, on était encore au fax. Donc c'était en quelle année? Là, c'était en 98. Voilà, fin 97, début 98. La France était déjà championne du monde. La France, c'était à ce moment-là, quoi, pendant l'été. Voilà, la France était championne du monde. Voilà, et là, effectivement, je suis arrivé du coup là aux États-Unis, 98-99. Ça faisait déjà une petite année et demie que j'étais là-bas. Et là, j'ai intégré cette agence web. Et puis très vite, j'ai pris des parts de la boîte. Ça s'est bien passé. On a commencé à ouvrir, donc c'était une vingtaine de personnes. On a commencé à ouvrir des bureaux un peu partout aux États-Unis, San Francisco, Los Angeles. Donc nos bureaux étaient à New York, Boston, en Asie, donc au Japon, en Australie et puis en Europe. Très vite, ça a été un carton plein. On a créé les premiers sites web qui existent, par exemple, un des premiers sites e-banking dans le monde. Donc pas pour un pure player, mais pour une banque qu'on a créé pour la Republic National Bank. Donc premier site banking dans le monde pour une banque, premier site de e-commerce pour une société de luxe, pour Tiffany. Voilà, à l'époque, donc j'ai, on va dire, à mon actif certains des premiers sites qui existent. Mais à l'époque, en France, je disais, ou en Europe, on n'était pas encore sur Internet. C'était vraiment le tout début. Et puis ensuite, pour la petite histoire, donc on devait entrer en bourse en mai 2000. Il y a JP Morgan qui devait faire notre introduction en bourse. C'était fin mai, début juin 2000. Et au final, il se trouve que l'introduction en bourse, on devait la faire et on était valorisé à peu près 10 milliards de dollars. J'avais donc en 2000, je suis né en 76, donc 24 ans. Virtuellement milliardaire. J'ai potentiellement dans ma tête que je vais peser 4 milliards. 4 milliards, bon, voilà, deux ans avant, je suis encore à Montpellier, je suis encore étudiant. Voilà, quoi, je sais pas ce que c'est Internet. Et du coup, en gros, on est passé vite. Du coup, tu arrives aux États-Unis à 19 ans, c'est ça? À 20 ans, ouais, à peu 20 près. ans, donc t'arrives aux- 21 ans. Ok, avec dans ton rêve, du coup, c'était trader à Wall Street. Mon rêve, c'était que j'avais vu un film qui s'appelait Wall Street avec, Ouais. avec Michael Douglas, et c'était mon rêve, me dire voilà. Moi, c'était dernière, j'avais 3 rêves. Le premier, c'était éventuellement devenir footballeur. Bon, quand on est à Marseille, le foot, c'est une religion. Bon, j'ai très vite compris que je serais pas footballeur. Voilà, j'avais pas le niveau du tout. Voilà, déjà, ça aurait été bien que je sois titulaire de l'équipe déjà. Donc bon, J'y sais. footballeur. Ça revient sur un débat qu'on avait avec Mason lors du dernier podcast. Est-ce que tu penses que même, entre guillemets, avec un manque de prédisposition, est-ce que tu penses que si tu avais été assez déterminé et résilient, tu aurais pu devenir footballeur pro? Vu mon niveau, non. Non, après, vraiment, c'est une question que j'ai avec mes 2 garçons. Donc, pour le coup, tu m'as demandé. Donc, j'ai 3 enfants qui ont 14, 16 et 18 ans. L'aîné de 18 ans, ça fait, voilà, pareil, il a voulu être pro. Celui de 16 ans, il a encore l'ambition de devenir pro. Il bosse beaucoup pour le devenir. Bon, c'est un milieu, il faut quand même avoir des prédispositions. Je pense, mais après, c'est sûr que le travail, c'est 95% quand même, mais si t'as pas quand même 5-10% de prédisposition physique, de skills. skills, je parle niveau football ou au niveau, je dirais, pour les sports, c'est quand C'est même, plus compliqué. je pense qu'il faut 5-10% quand même de vraies grosses dispositions au niveau arriver. des sports. Mais t'arrives aux États-Unis avec un American Dream. Ah ouais, j'ai l'American Dream, je me dis, je vais tout déchirer à New Tu York. connais personne? Ah non, mais non seulement je connais personne, j'ai un contact, le copain d'un copain, mais je connais rien. Et pour la petite histoire, si vous voulez que je vous raconte l'entretien, ça fait mal l'entretien. Hein. C'est-à-dire, Allons-y. en gros, je parlais pas un mot d'anglais. Wow. Mais quand je dis pas un mot, c'était, je savais écrire parce que j'avais un bon niveau d'anglais à l'écrit, mais je savais pas parler. Ok. J'irais pour les 2 petites anecdotes. La première, l'entretien, comment je le fais. J'ai le copain d'un copain qui est en stage là-bas. Et en gros, j'arrive à voir qu'il y a une opportunité pour faire un entretien. Je passe l'entretien par téléphone, mais à l'époque, il se trouve que aux États-Unis, il y a un petit côté où comment dire, où derrière, à cette époque-là, on pense un peu que les États-Unis, c'est le centre du monde, voilà, et qu'en France, on est encore avec la machine à écrire et les chevaux, quoi. Et du coup, je leur dis, il risque d'y avoir un décalage au niveau du temps
de parole parce qu'en France, on est très retardé. Et donc, il risque d'y avoir un petit temps entre le moment où vous me posez la question et le moment où je réponds. Et donc, autour de la table, je fais venir un copain à moi qui est un tueur en finance, qui est en dernière année d'école et tout, qui est très bon. Je fais venir une personne qui est une copine qui est anglaise dans l'école pour m'aider. Et donc, en gros, chaque fois qu'il me pose une question, je mets 15-20 secondes pour répondre parce qu'elle m'écrit ce que je dois dire rapidement et l'autre il me pose des questions parce que j'avais dit que j'avais déjà fait un stage en finance, que j'étais trader. Or la réalité, mon stage, il n'était pas vraiment trader. J'étais runner. Le runner à la bourse il y a 30 ans, c'était celui qui va chercher le papier auprès de celui qui va acheter les ordres et qui va l'emmener à celui qui va taper le nombre d'actions achetées ou pas. Donc c'est pas le trader, Non. c'est même loin d'être le trader. C'est genre chez Frashio, je vais être le coursier quoi. Voilà. Et je vais dire que je suis directeur financier, c'est un peu ça l'histoire en fait. Voilà. Et du coup j'avais des connaissances très basiques. Voilà. Et j'avais dit non mais moi je peux venir, j'ai fait un stage de trader et tout, etc. Et du coup l'entretien se passe, ça dure 45 minutes. Okay. Et évidemment c'est très long et très vite. Je sens qu'il est agacé du temps et moi je joue là-dessus en disant bah, désolé mais en France voilà c'est un peu long le temps de réponse et tout ça et derrière je joue là-dessus, je me dis il y a une chance sur 100 que ça passe, mais si ça passe j'ai tout gagné. Et du coup ça passe, je fais mon entretien et il me dit ok t'es pris, tu démarres dans 3 semaines. Il te le dit direct? Il me le dit direct. Il me dit ok bon après c'était pour être stagiaire, c'était pas non plus pour être un gros trader mais bon c'est passé. Voilà, il a vu que j'en voulais, j'avais un accent dégueulasse, je n'avais pas parlé, mais vraiment, je lisais quoi, je lisais avec un accent dégueulasse, il comprenait la moitié, mais là aussi, je faisais semblant que ça grésille et tout, bon, j'avais mis une mise en scène quoi, limite c'était un film, mon entretien. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé selon toi? Parce que, allez, là, quand tu l'expliques, il y a trop de points qui vont pas. Moi, je suis recruteur, me dit le petit, là, je crois, il y a un monde où il se moque de moi. Ouais, mais en fait, on est en 96, 97. Le truc, ça passe, quoi. 97, Wow. ça passe. Le truc, bon, souvent, ce qui est gros, ça passe. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà raconté des c'est bobards gros, ça énormes à passe. l'école. Du style, je sais pas, moi, dans mon métier, j'ai déjà raconté des trucs. Bah, à l'époque, quand je démarrais, parfois, il fallait que ça fonctionne, quoi. Voilà. Fallait arranger. Genre, t'as un livreur, il passe pas, tu dis, il s'est cassé une jambe, quoi. Tu dis, je sais pas, ouais, il est mort, quoi. Je sais pas, tu sors un truc, je sais pas, quoi. Voilà, ben là, j'ai raconté ça, je me suis dit, de manière, jamais je serai pris, je sais pas parler la langue, je suis pas trader, je comprends rien à la finance. Voilà, je me suis dit, jamais ça passera. Est-ce C'est que passé. tu penses que l'audace a été une des caractéristiques qui a le plus contribué à ton succès? Ouais, numéro 1, ouais. L'audace à tous les niveaux. Comment tu fais pour... En fait, ouais, on parlait au niveau, par exemple, des mensonges, etc. Mais comment tu fais pour trouver le bon équilibre entre, du coup, l'audace et pas passer pour un mythomane, en fait, entre les deux? L'équilibre, elle est où la limite entre les deux, en fait? Elle y est, tu sais, c'est un peu ce qu'on dit depuis 10 ans maintenant dans les startups, you fake it until Fake you it. do it. Au début, en fait, quand t'as rien, à ce moment-là, j'avais rien à perdre. Et du coup, les gens savaient qui j'étais dans mon entourage. Hein. À l'école, je suis pas arrivé en disant j'ai fait un stage de trader. Les gens savaient que ils avaient des stages dans des grosses boîtes. Moi, j'étais runner, je faisais rien de. Mais j'étais dans l'environnement de la finance. Et moi, mon rêve, c'était d'être dans la finance. Et du coup, j'étais dans le cœur du réacteur. Et je préférais être dans le cœur du réacteur sur la bourse à l'époque où tout se passait pour rencontrer des gens plutôt qu'être de faire un stage sur une grande banque et dans cette grande banque-là faire des photocopies. Donc moi, c'était me dire, je veux être dans le cœur du réacteur. J'y étais. Je me suis dit, à partir de là, ça va créer des choses. Je vais me trouver à l'environnement et ça va être le départ de quelque chose. Et après, très vite, tu as des réalisations. Et là, sur tes réalisations, après, tu mens pas. C'était juste pour démarrer où il a fallu que je raconte, voilà, que je me fasse beaucoup plus beau que ce que j'étais. Il y avait quand même un fond de vrai. Le fond de vrai, c'est que je savais très bien écrire en anglais. Donc, du coup, je lisais avec un accent dégueulasse, mais juste, je savais pas parler parce que j'avais jamais parlé anglais de ma vie. Voilà. Donc, j'avais quand même un fond de vrai. J'avais quand même fait un stage dans un environnement financier. Juste, j'ai largement embelli la réalité et j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'ils me croient. Voilà. Mais par contre, après, j'ai été mis. La grosse différence pour moi entre le mytho
et celui qui fait en sorte que ça se réalise, c'est carrément le mytho, il s'arrête jamais dans ses mythos, il ne fait rien. Le mytho, il fait rien. Et puis il y a l'autre qui va créer l'étincelle pour justement dire j'ai rien, donc il faut que je crée quelque chose, mais très vite, après c'est terminé. Après le mytho, il n'existe plus. Après, tu ne parles plus que de tes achievements. Et c'est ce que je fais depuis, parce que depuis, j'ai eu des achievements, qu'ils aient marché ou pas, et sans avoir peur. Aujourd'hui, depuis 15 ans, on parle du fail fast, de failer, c'est pas grave. Mais en 97, 98, 99, failer, j'en parlerai après, tu fails, t'étais une merde. Et après, je n'ai jamais eu peur de dire que j'ai failé, que ça a pas marché, et de dire c'est pas grave, je remonterai. Mais au début, il fallait que je crée cette étincelle, et que je me dise, ok, j'ai quand même fait des choses, ça part pas de rien. Le mytho, il va raconter des choses qui ne lui correspondent pas. Voilà, par exemple, voilà, il va dire ouais, j'ai une belle bagnole, mais elle n'est pas à lui. Voilà, ça c'est un vrai mytho. Je dirais par contre, derrière, anticiper en disant dans 3 mois, dans 6 mois, dans 18 mois, j'aurai cette voiture-là, c'est pas être mytho, c'est le fait de se projeter. Je prends souvent l'exemple de André Agassi qui disait dans son livre j'ai gagné mon premier Wimbledon, donc c'était un champion du monde de tennis, j'ai gagné mon premier Wimbledon à 7 ans, dans ma tête. C'est-à-dire que déjà, il s'était projeté, bon, on parle beaucoup des techniques de visualisation, déjà, il s'était projeté à l'âge de 7 ans à gagner son premier Wimbledon. Et moi, c'est vrai que quand je me reprojette quand j'étais jeune, c'est sûr qu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans, quand j'ai commencé à voir les premiers films, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc ma seule culture, c'était la culture cinématographique, donc du cinéma ou de la télé, ou des cassettes, quoi, des cassettes VHS à l'époque, voilà, qu'on mettait dans des magnétoscopes, c'était le début, voilà, et c'est ça que je voyais, et c'était ça qui a fait ma culture et mes premiers rêves. Et du coup, dans ma chambre, j'avais tous les posters à l'époque. J'avais les posters des joueurs de foot, les posters de Wall Street et tout ça. Et je me disais, un jour, j'y serai. Je serai aussi, moi, dans le cœur du réacteur. Je viens quand même d'un petit village de 8000 habitants, donc à côté de Marseille, où, voilà, les États-Unis, déjà, c'était le plus grand rêve de faire un voyage aux États-Unis, déjà, à cette époque-là. Et moi, je rêvais déjà très grand. Quand tu y es aux États-Unis et que tu fais cet entretien, tu vas avec beaucoup d'audace, ça se passe bien, tu es engagé. Comment ça se passe? Tu arrives à faire tes preuves directement? Les premiers jours ont été horribles. Vous voulez encore une anecdote? Ouais. Allons-y. Donc en gros, le premier jour, j'arrive. Au début, je parle pas trop. Putain, je sais pas parler. Et là, il y a le déjeuner qui arrive. Il y a le patron qui m'avait fait faire l'entretien qui arrive, qui me parle. Je comprends pas. Mais je comprends vraiment pas ce qu'il me dit. Et là, du coup, je commence à devenir tout rouge, je commence à devenir très mal. Et là, en gros, il m'avait juste dit ouais, lève-toi, va chercher à manger. Et moi, je reste assis, je comprends pas. Et du coup, déjà, il prend hyper mal. Et puis, il y a un gars qui était là, c'était celui qui m'avait trouvé entre guillemets, le stage. Lui parlait français et anglais. Lui parlait français. Et lui, de loin, il me voit, il me dit viens, JC, on va chercher à manger. Et donc, j'avais pas compris. Et du coup, dans Lui, il est l'après-midi, devenu quoi aujourd'hui? lui, il a monté sa boîte, il a fait 8 ans dans la boîte, c'est un de mes meilleurs amis. Et après, il a monté sa boîte aujourd'hui de fusion-acquisition à New York, il est toujours là-bas. Et ça cartonne, voilà, et je le vois toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, en gros, dans les jours qui viennent, mon patron, en gros, dans l'après-midi, il vient me reparler, je comprends toujours pas. Donc là, je me dis, waouh, je vais pas tenir, en fait. Ce soir, il va me virer. Et en fait, le lendemain matin, il vient me voir, il me reparle, il voit que je comprends pas, il me dit, ok. Alors là, je comprends que derrière, en gros, tu comprends pas un mot d'anglais. Donc, tu vas te mettre à l'accueil. Donc, il est allé. Le gars, il était dur. Je sais pas si vous avez vu le film Wall Street, mais c'était le même. Genre, le diable s'habille en Prada en homme. Ou Swimming with Sharks, qui était pareil, avec Kevin Spacey. C'était la même chose. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il est allé voir la secrétaire à l'accueil. Il lui a dit t'es viré pour 2 semaines. Elle a dit mais moi j'ai un job, j'ai une famille, j'ai de l'argent, il me faut de l'argent, j'habite à côté de New York et tout. Elle a dit mais c'est pas mon problème. Il est venu me voir, il m'a dit toi de tenir tu coûtes moins cher. J'étais en stage. Il dit pendant 2 semaines tu vas te mettre à l'accueil et si dans 2 semaines tu sais pas parler anglais, t'es viré, tu retournes dans ton village qui s'appelle la France. Bon, et il m'a mis à l'accueil. Et là tu te retrouves à l'accueil, t'es pas bien. Parce que tu as des gens qui t'appellent pour des rendez-vous importants. Et quand derrière, tu dois passer l'appel à quelqu'un et que tu rates l'appel ou que tu épelles mal, là, tu te fais défoncer. Mais vraiment défoncer. Et du coup, pendant 2 semaines, j'ai été à l'accueil.
Et, T'étais la seule personne à l'accueil? Ah ouais, il m'a mis tout seul. Donc les gens venaient, les JC clients. et tout. secrétaire. C'était un enfer. Mais un enfer. Et je me suis dit, oh là là. Là, t'avais quel âge? Là, j'avais 21 ans ou 21, un truc comme ça. Oh. Et là, je me suis dit, mec, t'as intérêt à vraiment décoller très vite. Parce que pour des tâches comme ça, en plus, je m'apercevais que j'étais pas bon. Je comprenais rien à ce que me disaient les gens. Ça a été à vitesse grand V qu'il a fallu que j'apprenne. Hein. C'est-à-dire que là, je parlais toute la journée, j'allais parler aux gens. Je me disais, le soir, pareil, je m'arrêtais pas, quoi, jour et nuit, pour essayer très vite de me dire que j'ai quand même 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, c'était bon. Je parlais, je comprenais. Dur, mais je comprenais. Je me prenais des soufflantes peut-être 15 fois par jour. Je me suis dit, mes Quoi, limites. des soufflantes? Des soufflantes, en gros, je me faisais défoncer 10 fois par jour. Où le patron, où les gens arrivaient en me disant, mais attends, c'est-à-dire qu'en gros, j'étais tellement long parfois pour épeler les noms des personnes que les gens raccrochaient. Et, il y a des fois, et parfois, il y a des gens qui venaient en me disant, c'était qui c'est quoi le nom? Quoi, il a raccroché. Donc c'était hyper dur. Wow. Pendant 2 semaines à l'accueil, puis il y avait vachement de gens, beaucoup d'appels. Et du coup là, je me suis dit, oh là là, Tu mec, t'es pas dit, je vais rentrer en France? c'était hyper dur. C'était gens-là, et puis à cette époque-là, le bonheur au travail, comment dire, j'ai pas l'équilibre vie privée, vie perso. Bon, c'est pas trop l'image de ce que les gens peuvent avoir, quoi. Donc là-bas, c'était marche ou crève, quoi. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, ça va le faire. Et après, juste pour cette anecdote, aussi une autre anecdote là-dedans, de le bien-être des gens, où c'était pas leur truc. Après, je bascule. Je reviens sur un job d'analyste. Tu restes combien de temps à l'accueil? 2 semaines. Ok. Et au bout de 2 semaines, tac, il me remet un job d'analyste à l'époque, stagiaire, où j'analyse des dossiers de fusion-acquisition, etc. de boîtes. C'est là quand même que je découvre Internet, hein, où vraiment, en gros, on commence à regarder des boîtes Internet qui se font racheter, vendre et tout ça. Et puis là, un jour, je finis hyper tard, genre je fais nuit blanche, mais au bout d'1 mois. Et le matin, je me couche genre à 5h du mat, par terre, parce que je suis crevé. J'étais sur un dossier que je voulais avancer et tout ça. Et là, à un moment, il y a le patron qui arrive à 8h30, donc peut-être que j'ai dormi 2 heures ou 3 heures, un truc comme ça. Et donc je suis par terre en train de dormir ou sur le canapé, hein, je sais plus, parce qu'une fois ça m'est arrivé par terre, une fois sur le canapé. Il me met un coup de pied pour me dire, ouais, tu fais quoi là? Je dis, désolé, j'ai fini tard, à 5h pour finir le dossier, ou à 5h30. Il dit, mais ici, ça marche pas là. Il me dit, tu sais quoi, c'est simple, tu as 1 demi-heure pour revenir au bureau à 9h pile, pour être propre, rasé, avec un nouveau costume, parce que bon, on n'a pas une nouvelle chemise, nickel, repassé, tout, cravate, nickel. Et là, t'es pas rasé, ça le fait pas du tout. Ou sinon, t'es viré. Et tu rentres en France. Juste alors que bon, j'avais bossé toute la nuit pour lui quand même. C'est pas genre, moi aujourd'hui, à quelqu'un qui bosse toute la nuit, je vais le voir, je vais dire, ah, ça va, t'as beaucoup bossé, ok, rentre chez toi, tu reviens fin de matinée et tout. Rien. Donc et la pression, c'était en mode quotidien. Les dossiers, genre, on peut te donner un dossier le vendredi à 17h, en te disant, lundi matin à 8h, je veux une analyse, tout est réglé. Pas de sujet, quoi. Ou derrière, il n'y a même pas d'idée de se dire je rentre chez moi, ou je rentre chez moi 2 fois 3 heures pour dormir, quoi. Tu trouves que c'était une bonne méthode, la manière dont il t'a travaillé, entre guillemets, et est-ce que ça a fait la personne que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que c'est grâce, entre guillemets, à ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, j'ai pas de limite aujourd'hui. J'ai 0 limite. Quand on dit sky the limit, mais le ciel, c'est pas ma limite. J'ai pas de limite, en fait. Voilà. Mais pourquoi aussi? Parce que j'ai appris à la dure. Bon, après, je viens aussi d'un père boucher qui se levait le matin à 4h et qui se couchait le soir à minuit, quoi. Voilà, qui bossait 6 jours sur 7. Et c'est quoi ton cursus scolaire à la base alors? Cursus scolaire, j'ai suivi des études normales, économiques. Après, j'ai fait une prépa HEC. T'avais ton bac alors? J'ai eu mon bac, ouais. Bon, je sais pas si on peut dire, parce qu'à mes enfants, je sais pas si je leur dis forcément que j'ai pas eu de mention, mais bon, voilà, au final, ouais, j'ai eu le bac, juste, mais je l'ai eu. T'étais un bon élève? J'étais un élève qui se battait déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup d'activités à l'école. Voilà, j'étais pas fan de l'école. Voilà, on va dire que c'était dur pour moi, l'école. Surtout on va dire, j'arrête tout le temps. Mais c'est vrai que de 14, 15 ans à 18 ans,
Je passais, en gros, le soir, je sortais parce que je mixais et en même temps, j'organisais aussi des soirées. Donc c'est vrai que bon, mais c'était aussi une école de la vie. À côté, c'était dur parce que je bossais tout le temps pour arriver à des résultats, on va dire, très moyens. Voilà, c'était pas super facile pour moi les cours. D'ailleurs, quand mes enfants, en fait, quand ma mère a montré il y a 2 ans mes bulletins scolaires à mes gosses, c'était la dernière chose à faire, mais elle l'a fait. Et du coup, ils ont vu que j'étais loin d'être une lumière par rapport aux objectifs que je leur donne, parce que mes gosses, ils ont des objectifs très clairs. Hein. Au mois, en fait, comme mes équipes, ils ont des objectifs au mois, à l'année, etc. Tout est écrit, hein, tout est écrit. Et il y a les objectifs mines, les objectifs moyens, les objectifs TB. Donc vraiment, je dirais tout le monde a des objectifs, comme moi, j'ai mes propres objectifs. Et donc, du coup, à l'école, c'était pas easy, mais je suis arrivé. Et je suis arrivé à faire une prépa HEC aussi parce que, avec l'audace, tu me parlais tout à l'heure d'audace, clairement, j'avais pas le niveau pour faire une prépa HEC. Et donc, je suis allé voir une dizaine d'établissements, les directeurs, pour me vendre. Normalement, tu rentres sur dossier. Moi, il n'y a aucun dossier où j'ai été accepté. Donc, je suis allé pour me vendre. Et du coup, il y en a une qui m'a prise. Et c'est comme ça que je suis rentré prépa HEC pour faire après une école de commerce que j'ai faite. Et après, j'ai continué. Après, je suis parti après un an et demi, quoi. Aujourd'hui, si tu devais donner genre 3 conseils à tes enfants pour arriver, qui ont envie d'être entrepreneurs, je nuance bien, si tes enfants avaient envie d'être entrepreneurs comme toi, quels conseils tu leur donnerais, genre si tu veux qu'ils réussissent genre, leur parcours entrepreneurial? Alors d'abord, on va commencer par les 3 clés de succès. Les premières. La première, c'est le travail. Tu travailles beaucoup? Tout le temps. Okay. Si je travaille pas, je fais du sport. Ou sinon... ça ressemble à quoi une journée de JC? Une journée de JC, réveil vers 4h, 5h, on va dire à peu près. Ensuite, je vais faire 1 heure de sport direct. Après, je vais me faire une demi-heure de... Petite anecdote, t'as la salle de sport dans ton salon, quoi. Ah ouais, j'ai la salle de sport dans mon salon, j'ai la salle de sport sur ma terrasse. Mais du coup, pourquoi? Souvent, les gens, j'entends parler d'équilibre, vie privée, vie pro. Pour moi, en fait, aujourd'hui, on est dans... Je dirais, tout est entremêlé. C'est-à-dire que ma passion première, c'est mon travail. Du coup, c'est pas vraiment un travail, c'est une passion. Et comme c'est une passion, j'intègre tout autour. Ma vie privée est autour. Et donc, mon sport, ça m'étonne pas. Bon, les gens, lorsqu'ils viennent chez moi, lorsqu'il y a 1 an et demi, il y a la décoratrice qui est arrivée, elle m'a dit, ouais, on va décorer, on va enlever ça, la partie salle de sport. J'ai dit, mais la salle de sport, c'est ma vie, le sport aussi. Parce que donc, tout doit être intégré à l'intérieur. Et donc, je me lève, oui, je fais du sport. Mais en journée aussi, si je travaille à la maison parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai une visio d'aller au bureau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régulièrement faire du vélo ou du tapis en faisant mes visios. Voilà, bon, c'est rigolo parce que ceux qui sont en face, parfois, ils vont pas comprendre mes équipes et tout ça au début. Bon, maintenant, ils ont compris. J'ai commencé à faire ça pendant on peut le Covid. voir carrément, je suis en réunion avec mon CEO et je vois mon CEO en train de faire du rameur. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Je peux avoir le casque et je fais du rameur. Voilà. Ouais. Et si c'est en journée. Si j'ai pas eu le temps ou si j'ai fait nuit blanche, choses comme ça. Et donc, c'est vrai que, donc vraiment. Donc, si tu fais nuit blanche, je t'enchaîne quand même tes réunions. J'enchaîne. Ok. J'enchaîne réunion avec. En fait, j'ai pas de. Je dirais tout se suit. Et parfois, je fais des nuits blanches parce que j'ai des dossiers, ou parfois, je vais faire avec mes équipes proches des meetings à minuit, à 23h, à 1h. J'ai mon directeur financier qui est comme moi, qui bosse aussi jour et nuit. Et mon équipe proche qui bosse aussi quasiment jour et nuit, week-end compris. Comment tu fais pour ton corps? Parce que, ok, toi, le JC, il n'a pas de limite, mais le corps, entre guillemets, malheureusement, il a des limites. Donc, il y a un moment donné où peut-être ton corps te dit, ben, JC, là, calme-toi. Et comment tu fais? Je sais que tu nous as... Hier, on a eu la chance d'aller chez toi, tu nous as montré aussi ton agenda. Tout est millimétré. Ouais, il y a des choses tout le temps. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'arrêtes pour ton corps ou Et pas? attends, j'ai envie juste de faire une anecdote avant que tu rebondisses. JC nous a expliqué qu'il a été marcher dans la neige, tu vois. Il a marché dans la neige dans un endroit où il faisait moins combien? Moins 36. Moins 36. Wow. Du coup, il marche à pieds nus et il est torse nu, ok? Je vais t'expliquer comment il m'a raconté l'histoire et c'est quoi la vraie histoire. Donc en gros, il me raconte l'histoire et il me dit du coup, j'ai marché à moins 36. Tu sais, on était à 5 autour de la table et on dit, mais JC, c'est pas dangereux et tout. Moins 36 quand même, t'es torse nu, pieds nus, etc. Et il dit, non, c'est dans la tête, etc. Et moi, je reste sur cette histoire-là et je me dis, purée, faut juste être dans la tête et tout. Puis Yannick, du coup, son CEO, et grâce à qui on est en contact aujourd'hui. Du coup, en gros, il me dit, ouais, du coup, il vous a raconté l'histoire. Je dis, ouais, il m'a dit que c'était pas dangereux et tout. Il me dit, mais c'est pas vrai. Il a perdu les 2 orteils, ou les 2 ou 3 orteils du milieu.
pendant genre plusieurs mois, il fonctionnait 9 plus. mois, C'est ce qui s'est ouais. passé. Pendant 9 mois, ses orteils ne fonctionnaient plus. Donc en fait, tu vois, donc il a dit c'est pas dangereux. Donc il a dit tu vas marcher à moins 36. Tu te dis bon, bah, c'est dans la tête, tu vois. Et après, il a demandé donc sur place, mais ça, je vais le laisser raconter. Mais juste pour te dire que JC, lui, dans sa tête, genre son corps, même si son corps il suit Ouais, pas, il il a efface les oublié, limites, il a ouais, oublié ouais. les limites, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Du coup, tu veux. Raconter peut-être Encore l'histoire là, ouais. Ouais, pour l'histoire, à la base, je viens de Marseille et donc je suis. Le soleil, c'est la base de ma vie aussi et je suis très frileux. Quand je suis parti à New York, ma mère, elle m'a acheté. Elle a presque fait un crédit pour m'acheter des damars, quoi. C'est-à-dire. C'est quoi les damars? Ah, les damars, c'est une marque de première peau. Et c'était en mode, elle m'a acheté genre 30 t-shirts damars pour avoir chaud, quoi. Parce que bon, déjà, lorsque tu viens de Marseille, le Grand Nord, déjà, c'est Lyon. Lille, c'est genre les icebergs. Non, attends, Lyon, pour vous, c'est froid? Ah, Lyon, pour nous, c'est déjà le Nord. Waouh. Paris, c'est Grand Nord. Et alors, la Belgique, c'est Ah ouais. c'était le pôle Nord. Et alors, lorsque je dis que je vais à New York, alors là, c'est une autre planète. Et donc, vraiment, après, c'est vrai que je suis tout le temps en col roulé, j'ai tout le temps froid. Et je me dis, à un moment, il va falloir que ça cesse. À un moment, il faut que ça cesse. C'est pas possible, en fait. À un moment, je peux pas toute ma vie avoir froid. C'est pas très masculin d'avoir froid tout le temps. Le truc, non, mais c'est vrai, c'est pas très viril, quoi. T'es là, l'écharpe, le truc, le cache-nez, non, mais c'est pas très masculin, quoi. Voilà. Donc, à un moment, je me dis, merde, putain, ce serait bien si derrière, j'arrivais à trouver un moyen de plus avoir froid, quoi. Et parce que pour moi, tout est dans la tête. Tout. Tout est une question de mindset. Et donc là, un jour, j'organise une conférence à Paris, au Théâtre de la Madeleine. Je fais venir beaucoup d'intervenants. Et puis à un moment, il y en a un qui vient, je l'écoute. C'est pas moi qui l'avais booké celui-là. C'était un gars qui est devenu un copain, qui s'appelle Jérôme, et qui dit, voilà, moi j'étais avocat. Et puis, il y a 2 ans, j'ai fait un stage qui s'appelle le stage Wim Hof, avec un gars, un mec qui vient du Nord. J'ai fait le stage. Et du coup, maintenant, je suis toute la journée en t-shirt, même l'hiver et tout. Je dis, vraiment, c'est fou l'histoire. Il raconte l'histoire, qui va dans la neige, en maillot et tout. Je me dis, attends, mais si lui le fait, moi je peux le faire. Et du coup, je vais le voir à la sortie et je lui dis, mais vas-y, raconte. Et il me raconte son histoire et je lui dis, et tu peux m'aider là-dedans? Il me dit, bah oui, je commence à donner des sessions chez moi, j'ai un congélateur. Je dis, ok, je prends mon agenda et je lui dis, t'es dispo quel jour? Et il me dit, mais pourquoi? Je dis, je viens chez toi, je vais dans ton congélateur. Et il me dit, quoi? Je lui dis, bah, tu me dis que tu as déjà fait ça, et moi je vais dans ton congélateur chez toi, donc tu me dis quel jour je viens, et je viens chez toi, et tu m'expliques, je crois, parce que l'histoire elle est dingue que tu me racontes. T'as quand même des prédispositions par rapport au froid, il me dit pas du tout. Et du coup, une semaine après, je vais chez lui, il me fout dans son congélateur, avec des glaçons, voilà, il met de l'eau avec des glaçons, je te montrerai des photos. Et des vidéos, et du coup, d'abord, il y a une première respiration pendant à peu près 20 minutes, et après, une fois que tu as fait ces respirations-là, il te met, tu rentres dans le congélateur pendant 5 minutes, à peu près entre 3 et 5 minutes, et là, ben, tu supportes le froid. Donc, je le fais, et je sors, je suis fier de moi, je me dis, bon, je suis content, etc., mais... entre-temps, j'ai vu sur Internet que Wim Hof faisait des stages en Laponie, et je me dis, mais franchement, moi, je veux aller plus loin maintenant que l'expérience. Je veux aller, le mec qui marche dans la neige et tout, c'est à pieds nus, je veux aussi aller plus loin. Et du coup, je trouve un truc avec un groupe de Hollandais qui part 3 semaines après. Et du coup, je décide de partir en Laponie pour faire 3 jours de stage, découverte du froid, quoi. L'objectif à la fin de ce stage, c'est supporter mieux le froid ou... Ouais, déjà, moi, mon objectif perso, toujours, c'est me challenger. Ok. Ma vie, d'ailleurs, si vous me demandez c'est quoi le sens de ta vie, moi, j'en ai un. Mon objectif, c'est de faire toujours mieux. C'est pas d'être milliardaire, c'est juste de faire mieux. Voilà. Et jusqu'à mon dernier souffle, j'ai pas d'autre objectif que d'être meilleur un jour que la veille. C'est que ça. Et du coup, moi, je me dis, bah, c'est super déjà, une étape. Je suis rentré dans un congélateur quand même, hein, alors que, voilà, avec des glaçons, donc l'eau, elle était à 1 degré ou à 0 plus. Donc franchement, je suis déjà fier de moi. Mais là, je veux aller encore plus loin. Là, je veux encore me challenger. Et du coup, je pars là-bas. Et premier jour, déjà, t'arrives. Donc, j'étais quand même en doudoune et tout. J'avais quand même encore froid, etc. Je n'étais pas arrivé à mon objectif. Et puis là, le gars dit aux 30 personnes qui sont là, des Hollandais, mettez-vous en short, on va faire une balade de 2 heures. Gardez vos chaussures, votre bonnet, vos gants. Mais bon.
Donc déjà, pendant 2 heures, tu es à torse nu, en short, à moins 38. Tu es en Laponie. J'ai vu les photos en plus. Ouais. En Laponie, début février, déjà, pendant 2 heures, je lutte. Je lutte sévère. Mais j'y arrive. Vraiment uniquement au mental. Donc ça, c'est le premier après-midi. Le lendemain, je me lève et je vois un gars, un des instructeurs, qui marche à pieds nus dans la neige. Je dis, mais attends, le mec, il le fait. C'est pas un magicien. Il le fait. Et donc, je le regarde. J'enlève mes chaussures. Mais là, dans la neige, c'est chaud quand même à pieds nus. Et là, je reste 2-3 minutes, hop, je remets mes chaussures et je me dis, mais comment il fait lui pour rester? Et puis là, après, ils disent, on repart. Et si vous voulez, vous pouvez enlever les chaussures. Et là, je fais une balade de 4 heures à pieds nus, en short, dans la neige, par moins 38. Et là, très vite, j'arrive à mes limites. Au bout d'une demi-heure, je grelotte et tout, j'arrive plus à tenir. Et là, il y a un instructeur qui vient me voir et qui me dit, JC, c'est normal. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, tu te bats contre le froid. En fait, il faut que tu arrêtes de te battre. Tu passes ton temps à te battre, je t'ai vu hier. En fait, il faut que tu accueilles le froid. Le froid n'est qu'un élément. Et donc, c'est dans ta tête, en fait. Les extrémités, c'est normal que tu aies froid, les pieds, les mains. Mais si tu n'accueilles pas le froid derrière et que tu continues à te battre, le froid va gagner sur toi. Donc, il faut que tu accueilles ça comme un élément. C'est une douleur. C'est un peu comme Kipchoge, je fais beaucoup de courses et c'est champion du monde du marathon. Et lui, il dit, je souris à la douleur. Ben là, c'est un peu la même chose. Moi, quand je cours, c'est pareil. J'ai plein de problèmes de genoux, de tout. Ben, quand je cours, c'est pareil. Dès que j'ai mal, je commence à sourire. Voilà. Là, c'est pareil. Là, il me dit, accueille le froid. Dis-toi, c'est un élément et prends-le avec toi. Et du coup, j'ai tenu comme ça pendant 4 heures dans la neige. Bon, c'est vrai qu'à la sortie, j'avais un peu mal à tous les doigts de pied. Et dès le lendemain, il y a 2 doigts de pied, ceux du milieu, que je n'ai plus senti. Je me suis dit, ça va revenir. Bon, il se trouve que c'est revenu 9 mois après. Mais bon, d'un autre côté, si tu réfléchis bien, j'en avais pas vraiment besoin de ces 2 doigts de pied. Non, mais, en fait, et comme en plus je faisais à cette époque-là beaucoup de boxe taille, au final, même quand je me prenais des coups, Tant mieux. au final, c'était bien en fait, parce que j'étais insensible. J'allais dire à la douleur, mais même à la sensibilité, quoi. J'avais rien en fait. Mais Du coup, t'as cette anecdote qui est dingue. Donc, la première valeur travail. travail, ouais. Deuxième valeur. Travail. Travail encore? Travail. Troisième valeur? Travail. Ok. Travail. C'est le travail qui fait. Et après, je dirais, s'il y en a d'autres, évidemment, ça va être, tu parlais de résilience, de détermination et de consistance. Ouais. De consistance. T'es très consistant, hein. Ah ouais, la consistance, c'est vraiment de tenir sur la durée, en fait. Même j'ai vu, on a eu la chance de s'entraîner ensemble à Athènes quand on était au Mastermind. Et c'est vrai que pour la petite anecdote, du coup, on s'est rencontrés grâce à Yannick, qui est donc ton CEO, qui m'avait choqué. Donc en gros, on faisait un apéro ultra, je crois, en début 2023. Il vient, il me dit, ouais, je suis CEO d'une boîte, on est passé de 1 à 20 millions. Et moi, je m'étais dit, mais waouh! Déjà, parce que Yannick, ce qui m'a choqué, c'est que Yannick, tu le vois, le mec, il est black, beau gosse, machin et tout. Et du coup, il me dit, ouais, je suis CEO. Je lui dis, mais purée, ce mec-là, on dirait Brad Pitt noir, tu vois, déjà. Et ensuite, il me dit, purée. Et moi, j'étais là, purée, comment il a fait, tu vois. Et là, il me raconte, etc. Du coup, Yannick vient. Et ensuite, il me dit, ouais, il faudrait qu'on ait JC en intervenant. Du coup, tu es venu en intervenant à Chypre. Et là, du coup, maintenant, tu es venu en tant que membre ici à partir d'Athènes. Et du coup, on a eu la chance de s'entraîner ensemble au Mastermind. Et je me suis dit, j'ai même filmé ça. Je sais pas si je vais donner des vidéos à Quentin ou quoi. C'est un malade. T'es un malade. Parce que pendant les temps de pause, bon, faut savoir quand même. Tu sais, t'as quel âge? 48 dans Donc, 2 mois. 48 dans 2 mois. Moi, du coup, j'en ai 26, mais je suis pas du tout autant en forme physique que toi parce que je m'entraîne déjà beaucoup moins. Toi, tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est déjà un truc de malade. Mais surtout, ce qui était fou, c'est que du coup, moi, j'étais au bout de ma vie. Donc voilà, clairement, mais je tiens, enfin, je vais tenir jusqu'au bout du truc, mais j'étais au chaos. Et moi, je prenais les temps de pause. Pendant que je faisais les temps de pause, JC faisait des sprints. Donc, où tu as ton cardio, ton cœur, tout qui bat au plus fort, à mort sur la machine du cardio. Donc, c'est un truc de malade. À 24 km/h. À 24, ouais, donc c'est un truc vraiment de psychopathe. Et alors, derrière, il y a Yannick qui le suit, donc parce que Yannick, évidemment, ils sont rodés, etc. Mais je trouve que tu as une résilience et une détermination qui est monstrueuse. D'où ça vient, en fait? Bah déjà, jeune, en fait, tu t'aperçois que ton mental est fort. Il se trouve que jeune, j'étais costaud, pour pas dire, ouais, j'étais gros en fait. J'étais à la limite de l'obésité quand j'étais jeune. Et en fait, bon, j'étais aussi en partie bègue. Voilà, donc c'est vrai que je suis pas parti avec des prédispositions faciles, voilà, venant d'une famille pour le coup qui faisait pas de sport.
Par contre, d'une famille de bosseurs de dingue. Voilà, dans ma famille, que ce soit mon frère, ma sœur, mes parents, c'est des énormes bosseurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui bossent 7 jours sur 7. Voilà, qui comptent pas les heures. Qui sont tous dans l'entrepreneuriat, mais plus sur la partie commerce. Commerce, mon père était boucher, voilà, et dans ma famille, tout le monde a réussi vraiment sur cette partie-là vraiment de commerce. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi, je les ai toujours vus travailler. Donc pour moi, c'était normal de travailler. Je viens d'une famille, en tout cas, mes parents venaient de familles très pauvres. Et très vite, je me suis dit, pour moi, en fait, c'est aussi dans la tête. Et puis, bon, il se trouve que tous ont quand même un côté très manuel. Moi, très vite, je me suis dit que je ne serais pas manuel parce que je suis vraiment nul. Je ne sais pas planter un clou. Vraiment, je ne sais rien faire de manuel. T'as quand même une logique avec tout ce que tu sais faire et ne pas faire, quoi. Ouais, je sais vraiment. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse des études et que je fasse autre chose. Et c'est vrai que j'avais des modèles à l'époque, que ce soit à l'époque, l'entrepreneuriat n'existait pas vraiment. Les grands entrepreneurs, il n'y en avait pas à l'époque. Il faut quand même se dire, c'est que les quelques images, c'était Bernard Tapie, Berlusconi, Richard Branson de Virgin, il n'y en avait vraiment pas d'autres à l'époque. Après, il y avait des petits entrepreneurs, où il y avait des grandes sociétés, mais il n'y avait pas vraiment cette image d'un entrepreneur, de pouvoir devenir entrepreneur. Mais moi, je me disais, à un moment, je vais y arriver. Je vais arriver à être ces gars-là, Branson et tout ça, je lisais leurs livres. Voilà, je me disais, c'est possible, en fait. Et à quel moment tu as eu le déclic? Depuis toujours? Et à un moment, j'ai eu une transformation, j'ai eu 2-3 transformations, déjà physiques. À un moment, j'étais allé, pour la petite histoire, à Ibiza à l'âge de 14 ans. Tout seul? Non, avec mes parents. Mais c'est là où j'ai découvert, pour le coup, la house music. Voilà. Et d'ailleurs, c'était un Belge qui m'avait fait découvrir ça, qui avait 18 ans. Je me suis retrouvé, je savais pas ce que c'était. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des Walkman. Ouais. Et moi, j'écoutais de la musique, mais qui était de la musique de l'époque. De la variété, bon, des trucs un peu voilà, de l'époque. Et puis là, je lui dis, ah, c'est bien la house. Je lui montre un truc, il me dit, c'est pas ça la house. Il me fait écouter. Ça, et je lui dis, mais c'est génial. Et il me dit, ouais, mais si tu veux, ce soir, tu viens avec moi. Il y a un truc qui s'appelle le Space à Ibiza. Tu viens, tu vas écouter ce que c'est et la musique est top. Et du coup, je suis allé. J'ai dit, mais c'est génial. Bon, je suis allé, on va dire, j'ai fait le mur. Bon, voilà, hein, clairement. Voilà, j'ai fait le mur parce qu'à 14 ans, j'étais pas forcément autorisé à sortir en boîte à Ibiza. À la base, c'était un voyage touristique, quoi. Voilà. Et là, je me dis, waouh, j'ai une révélation. Et je me suis déjà, avec mon corps, j'étais gros et tout, déjà, ça va juste pas le faire. Et du coup, j'ai perdu en un été, en quasiment 2 mois et demi, j'ai perdu à peu près, je sais plus exactement, mais entre 25 et 30 kilos. Wow. Régime pastèque, je mangeais de la pastèque tous les jours, toute la journée. Bon, parce qu'à la base, je suis boulimique, donc je mange beaucoup. Voilà. Et déjà, je me dis, bah, c'est possible. À 14 ans, j'ai perdu 25-30 kilos dans l'été. Donc déjà, tu reviens, t'es pas le même. Ça veut dire que tu passes des filles qui te disent « Ouais, t'es trop sympa, JC, tu peux m'arranger le coup avec ton copain ?» Ouais, c'est pas la même histoire en fait. Tu sens la relation qui change en fait. Voilà. Et pendant l'été après, je me suis fait, voilà, j'ai laissé pousser les cheveux et tout, etc. Et du coup, je suis revenu et mon apparence n'était pas la même. Donc déjà, d'un point de vue apparent, j'étais plus posé. Du coup, le bégaiement part aussi. L'assurance en soi fait que le bégaiement part. Voilà. Et du coup, il y a premier changement. Et à partir de là, tu te dis, je suis capable de changer moi. Et quand tu te dis, je suis capable de changer, je suis capable de faire changer le regard des gens, là, du coup, je reviens, je me mets à mixer. Et 6 mois plus tard, je commence à être petit DJ, mais je suis quand même capable de mixer. Voilà. Et je passe de un gros, pour pas dire limite obèse, qui bègue, à DJ. Donc, déjà, tu te dis, c'est possible. Et 6 mois après, tu organises tes premières soirées, ça commence à marcher. Tu te dis, putain, je peux être entrepreneur, quoi. Je peux faire des choses différentes et je peux changer de vie. Et c'est là où tout le monde peut changer de vie. C'est juste dans la tête. Et là, je m'aperçois du pouvoir du mindset. Plus tard dans ta vie, il s'est passé entre guillemets l'inverse. T'es passé du gars milliardaire 24 ans que tout le monde aimait. Tu me racontais que t'avais toutes les filles à tes pieds, en tout cas beaucoup. Tu fréquentais des personnalités, etc. Et du jour au lendemain, on va dire, tu t'es retrouvé à être SDF, sans logement. Tu me disais que vraiment, t'étais vraiment au milieu des rues, à chercher où tu pouvais passer la nuit.
Quel a été cet effet-là? Et surtout, parce qu'on en a parlé au début, et je pense que ça va intéresser pas mal de monde, comment t'es arrivé de milliardaire à 24 ans, SDF à 25 ans? Bah, déjà, ça prend pas du jour au lendemain, ça prend 18 mois. Bon, à peu près 18 mois. C'est-à-dire que d'abord, bah, comme je disais, on devait faire l'introduction en bourse en juin 2000, fin mai, début juin 2000, à New York. Valorisation de 10 milliards, j'ai 40% de la boîte, je vaux 4 milliards. Mais j'ai pas 4 milliards sur mon compte, mais je vaux 4 milliards. C'est là aussi où la valorisation de ton entreprise, c'est pas toi non plus. Tant que tu n'as pas réalisé, et tant que tu n'as pas vendu ton entreprise, et tant que tu n'as pas l'argent sur le compte, tu n'as rien. C'est l'argent sur ton compte en banque qui va faire que oui, tu as ou tu n'as pas. Bien que plus tard, j'ai compris que ta richesse principale, c'est pas ton compte en banque, c'est toi. Ce que tu as fait. Et heureusement que je n'ai pas été milliardaire à ce moment-là, parce que j'aurais cru potentiellement que j'étais ultra riche. Alors que derrière, la richesse, je l'ai aujourd'hui. La richesse, c'est mes 30 ans d'expérience. C'est tous mes fails. C'est mes faillites, c'est mes succès. C'est ça ma richesse. Demain, on m'enlève tout, mais il n'y a aucun problème. Je reviendrai après. Il y a 4 ans, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, j'avais plus rien. J'étais en quasi-faillite. Et j'ai rebondi. Mais c'est normal, parce que je suis ultra riche de tout ce que j'ai vécu. Voilà, et j'ai pas encore tout vu. Voilà, des anecdotes, je vais en avoir encore des milliers sur les années qui viennent. Mais voilà, et en fait, avec tout ce que j'ai vécu, c'est aujourd'hui que je suis riche. Mais c'est pas mon compte en banque qui va faire que je suis riche. C'est qui je suis, ce que j'ai traversé. Et surtout, c'est comme un boxeur. J'ai fait pas mal de boxe. C'est comme un boxeur. À un moment, t'apprends à encaisser. Et du coup, tu vas te prendre un coup. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste un coup en fait. C'est pas. Et pour certains, parfois, il y a un truc qui arrive qui est énorme. Mais pour moi, c'est pas grave. C'est juste un élément. C'est comme le froid. C'est juste un élément. Et donc là, en juin 2000, je suis milliardaire virtuellement. Et donc moi, c'est la première fois que je me dis que j'ai autant d'argent. Donc je me dis l'argent, c'est comme si je l'avais. À part que l'argent, je ne l'ai pas. C'est virtuel. C'est une valorisation d'entreprise. Donc parfois, les gens me disent ouais, lui, il est milliardaire. Il a 10 milliards, il a 20 milliards, il a 100 millions. Sa boîte, elle vaut tant. Non. C'est la valorisation de son entreprise. Et c'est ce que valent ses parts. Mais mais une entreprise, ça reste volatile. Et du jour au lendemain, l'entreprise, elle peut faire faillite. La valorisation, on le voit tous les jours. Elle peut être énorme. Elle peut être en millions, en centaines de millions. Mais le lendemain, elle peut baisser. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, je croise un chef d'entreprise qui me dit « Ah ouais, mon neveu, il a monté une start-up qui cartonne en ce moment dans l'IA et il prend 3 millions par jour. » Je dis « Quoi ?» Et derrière, je creuse, au bout de 5 minutes, c'est sa valorisation qui prend 3 millions. Donc, est-ce que lui, il prend 3 millions? Absolument pas. Mais la valorisation de sa boîte et de temps, bon, super, c'est une des plus belles success stories du moment en France, etc. Donc, c'est super. Mais c'est la valorisation. Donc, il ne faut pas confondre. Moi, à ce moment-là, je crois que je suis milliardaire. Et les gens te considèrent comme un vrai milliardaire qui a les milliards dans la poche. Ah oui, à ce moment-là, tout le monde dit, putain, parce qu'en plus, tout ça, ça passe dans la presse. Et t'étais bien payé à l'époque? T'avais Ouais, déjà un peu de t'avais combien de cash et tout? salaire Ouais, et la t'avais boîte quoi? générait combien de chiffre d'affaires À l'époque, donc la boîte, c'est là où c'était fou. C'est-à-dire que la boîte générait que 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ok. Ouais, mais en 2000. Mais c'était Ah oui, en 80, oui, en 2000, c'est ça. Enfin, en 80. En 2000, ouais, c'est ça. Mais que 50 millions. Mais par contre, pourquoi on est valorisé 10 milliards? Parce que des sociétés, parce qu'on est très en avance. C'est comme aujourd'hui. C'est la même chose Dans l'IA. qu'aujourd'hui dans l'IA. Dans l'IA, si tu prends Mistral AI qui vient de se lancer, ou si tu prends ChatGPT, ils font quoi comme chiffre d'affaires? Ils font pas grand-chose comme chiffre d'affaires. Mais par contre, au final, les boîtes sont valorisées énormément. Mais pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Parce que ce sont des boîtes qui sont pionnières dans leur domaine et qui créent l'avenir. Eh bien moi, j'ai pas créé la première, mais j'ai créé l'une des premières agences digitales au monde. Peut-être qu'il y en avait, si je prends au monde, il y en avait peut-être 50, 100, il y en avait quelques-unes en France aussi. Aux États-Unis, il y en avait quelques-unes, mais on va dire que ça faisait partie peut-être des 50 ou des 100 ou des 150 premières agences digitales au monde. Et du coup, on a fait certains des premiers sites et donc notre croissance, elle était dingue. On ouvrait des bureaux quasiment chaque semaine à la fin. C'était juste la folie. Et puis un site web à l'époque, aujourd'hui on peut avoir un site web pour quelques milliers d'euros. Moi c'était minimum $1 million, minimum, un site web. Les personnes n'entraient pas dans le bureau s'il n'y avait pas au moins $1 million. Et donc vous aviez des belles marges là-dessus? Énorme. Ah oui, derrière on était au moins à 50% de marge, voire plus. Mais à côté aussi, par contre, on avait une telle croissance, on avait un énorme cash burning, mais ça allait, on était rentable parce que nous, on n'était pas une start-up
qui parlaient à gagner de l'argent plus tard. Nous, on gagnait déjà de l'argent. Et du coup, le fait qu'on gagne de l'argent, qu'on ait une croissance énorme, qu'on ouvre des bureaux tout le temps, et puis 50 millions, c'était... on était sur un trend, 50 millions c'était genre en 99, mais 2000, c'est-à-dire qu'on était déjà quasiment à un trend. Si je prends les 3 premiers mois de l'année, on était peut-être à 7, 8, 9 millions d'euros par mois. Donc, on avait un super trend où on allait quasiment doubler sur l'année, faire 100 millions. Donc, si tu vois une startup qui a un tel trend et qui en plus est rentable, c'est cohérent. Tu te dis au final, les 10 milliards, c'est possible. Et surtout qu'il n'y a pas de track record, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de démonstration comme quoi c'est absurde ou alors pas absurde, parce qu'en fait, vous faites partie des premiers. C'est et ça. en gros, et de toute façon, le temps a montré que c'est toujours, il existe toujours des boîtes survalorisées avec des EBIT qui font pareil. même pas des bits des fois. C'est ça, il y a beaucoup de boîtes qui font pas des bits. Et qui en gros ont des valorisations qui sont juste stratosphériques. quoi. C'était le cas. Combien Et tu te verses de salaire à l'époque? à l'époque, j'ai à peu près 1 million, à peu près fixe et variable, à peu près $1 million. Qui est énorme à 24 ans, 23 Et ans. surtout à l'époque, 1 million, c'est pas le million de maintenant. Ouais. C'est énorme. De salaire. C'est monumental. Ouais. Je sais même pas le toucher avec le fixe et le variable, mais je sais même pas. À l'époque, il y a tellement d'argent, même moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que je suis passé de quand même 2 ans avant. C'est ça en fait. Et genre, tu spends beaucoup, genre. La journée, tu bosses et le soir. À l'époque, à New York, dans la boîte, ils m'appellent The Beast. Ça bête. Parce qu'en fait, je bosse tout le temps sur place. J'ai demandé qu'il y ait un canapé lit. Et du coup, le soir, soit je sors de 2h à 5h du mat et après je reviens au bureau. Voilà, où je me fais une petite sieste et je reviens plusieurs soirs par semaine. Ou sinon, les autres soirs, je dors sur place. Je dors sur place et je bosse tout le temps. Ou si je suis pas sur place, c'est que je voyage pour aller ouvrir un bureau à Boston, un bureau à Los Angeles, un bureau à San Francisco, un bureau, partout. Et donc vraiment la croissance, elle est juste dingue. Tous les jours, les clients arrivent. C'est inimaginable. Je n'ai jamais vu de boîte comme ça. On recrute les gens par 2, par 3, par 5. C'est juste dingue à ce moment-là. Et comment, en gros, tu dépenses tout ton argent, tu mets rien de côté, tu dis que ça va continuer à être vitam En fait, aeternam, quoi. l'argent, je dépense que j'ai les poches trouées à ce moment-là. Bon, d'ailleurs, je réalisais toujours parce que moi, j'adore dépenser, ça fait partie de ma vie. Voilà, je calcule pas. Voilà, c'est la générosité dans tout ce que je fais. Donc, voilà, peut-être le côté compulsif. J'adore tout ce que je fais. Bon, c'est comme ça, et extrême. Et du coup, à ce moment-là, mais en même temps, je bosse tout le temps aussi. Donc mes dépenses, ça va être des dépenses, d'appart et des dépenses de vêtements sur place parce que j'ai un peu la grosse tête à ce moment-là. J'arrive à l'aéroport, j'aime pas avoir de valise pour gagner du temps. J'arrive à l'aéroport, je vais voir un costume, je sais pas, Dolce & Gabbana. Je vais arriver, je vais dire à la boutique, à la vendeuse, voilà, vous me l'apportez à mon hôtel, et puis voilà, et au moins j'ai un costume à l'hôtel, quoi. Voilà, c'est à cette époque-là, il y a une certaine folie, mais c'est normal. J'ai 24 ans. Est-ce que j'ai la grosse tête? Oui, j'ai la grosse tête à ce moment-là, un peu, parce qu'il y a quand même, je suis capable de sortir avec des énormes manteaux en fourrure, noir, voilà, le truc, voilà, quand j'arrive à Los Angeles, je me dis, voilà, T'as des photos de toi à l'époque? Ah, je vais en trouver, parce que juste avant, pour la petite histoire, juste avant d'arriver à New York, j'avais des dreads. Ah ouais? Ouais, j'avais des dreadlocks, je montrais des photos. Et du coup, à ce moment-là, toi, t'as déjà été bling-bling dans ta vie? À ce moment-là, un petit peu. Mais un pas- petit peu parce que je suis quand même à New York. Je suis à New York, l'argent coule à flot. Je vais dans des clubs où derrière, je vais être dans des parties VIP, où derrière, il va y avoir à côté de moi des Maria Carey, des Johnny Depp, des Leonardo DiCaprio. Bon, moi quand même, 2 ans avant, je répète, quoi. Je suis à Marseille, je suis à Montpellier. Je viens d'un petit village de Marseille. On était 7-8 000 habitants, quoi. Donc bon, je suis très loin de pouvoir m'imaginer que je vais être dans une soirée à côté de Leonardo DiCaprio. Voilà, évidemment, je vais pas rajouter, c'est pas un copain, voilà, mais par contre, je suis à côté en soirée. Donc bon, tu te dis, il s'est passé des choses quand même en 2 ans, en 2-3 ans. Le monde a évolué. Je passe quand même à l'époque, il n'y a pas Internet, on est qu'au début, mais dans le New Yorker, dans certains magazines aux États-Unis qui parlent de moi, le Frenchie, bon, Et les filles, tu gères comment à ce moment-là? je suis à New York, à ce moment-là, voilà, quoi, je sors beaucoup, bon, ça bouge, quoi. Ça bouge, voilà, ça bouge bien. Il y a du turnover. Voilà, il y a un gros turnover. Il y a un turnover important. Il y a un turnover important.
on est aux États-Unis, je répète. C'est-à-dire que moi, bon, maintenant, pareil, la philosophie a changé aussi avec les filles d'aujourd'hui. Mais à l'époque, quand t'es un mec, il faut quand même que t'ailles te battre pour aller chercher une fille, etc. Même si j'avais des stratégies déjà, des stratégies marketing. Déjà, j'ai toujours eu des stratégies marketing, mais déjà à ce moment-là, je les avais à Montpellier. T'arrives à New York, la fille, le premier soir, j'ai été choqué. Il y a une fille qui est venue me voir pour sortir avec moi, quoi, voilà, et qui me dit I wanna fuck you, quoi, le premier soir, quoi. Et je me suis dit, je suis allé voir un copain, je parlais pas anglais. J'ai pas compris. Et je vais voir mon copain, je me suis dit, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Il m'a semblé qu'elle me dise ça, mais je suis pas sûr. Et il me dit, déjà, c'est possible. Je lui dis, mais quoi, c'est possible? Je dis, ça marche pas comme ça. Je vais me dire, wanna fuck you, je sais pas, c'est pas elle qui va me, voilà, quoi. C'est pas l'histoire, en fait. Et en fait, du coup, après, il va la voir et elle me dit, ouais, tu as bien entendu. Incroyable. Et donc en fait, c'est vrai, les filles sont déjà très libérées aux États-Unis à ce moment-là, même si elles le côté très puritain, elles sont déjà très libérées. Et à ce moment-là, quand même, aux États-Unis, les filles, elles sont aussi encore plus libérées par rapport à ton statut social et par rapport à ton portefeuille, quoi. Ça m'est arrivé la première année qu'au moins 20 fois, les filles me disent, tu gagnes combien? Dans la discussion, troisième phrase. La première phrase étant, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, je suis... au début, je suis arrivé, je dis, je suis stagiaire. Elle se tourne, quoi. Mais du coup, je suis pas resté stagiaire longtemps dans mon pitch, quoi. Je suis ici. C'est ça, le lendemain, tu fais quoi? Ouais, je suis investment banker. Ah, et puis j'ai compris après que venture capitaliste, c'était encore mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais allé mon boss à l'époque pour devenir venture capitaliste. Ouais, ce serait bien et tout. Voilà, et après start-upper, c'était pas mal. Mais du coup, j'ai compris ça et c'est pour ça que, du coup, après, avec le turnover va avec, quoi. Du coup, pour un peu clore cette petite étape de ta vie avant de passer au sujet suivant, tu es milliardaire à 24 ans, tu te retrouves du coup après. Elle se passe comment la descente aux enfers? En gros, là, fin 2000, fin mai 2000, même pour être exact, il y a ce qu'on appelle le crash des dot-com. Donc, c'est-à-dire en bourse sur le Nasdaq, toutes les valeurs Internet se cassent la gueule, mais vraiment violentes. Et donc, toutes les IPO sont décalées ou annulées. Et notre IPO donc l'IPO, l'introduction en bourse, qui doit être réalisée juin 2000, est décalée à septembre. À l'époque, c'était JP Morgan qui devait faire notre intro et qui nous dit on va décaler de 2-3 mois. Parce que c'est juste un soubresaut du marché. À part qu'en septembre, le soubresaut du marché devient durable. Et ça ne remonte pas et ça continue. Donc évidemment, nous, parmi nos clients, on avait la moitié, c'était des grosses boîtes. Mais l'autre moitié, c'était aussi des startups qui avaient levé énormément. À ce moment-là, il y avait eu un phénomène. Par exemple, il y avait une grosse boîte. Le déclenchement, c'était une boîte qui s'appelait Boo.com. C'était une société qui vendait des vêtements en ligne et qui avait levé des sommes astronomiques. Bien plus que WeWork. On peut parler vraiment de milliards à cette époque-là qui avaient été levés ou de centaines de millions d'euros. De dollars à l'époque, et une société, je crois, qui était suédoise. Et du coup, même, ils étaient venus nous voir en disant, voilà, notre site web, on veut faire ça, mais par contre, en 30 jours, il faut que vous nous ayez fait le site web. On dit, mais ce que vous voulez vendre dans 40 pays, 50 pays, c'est impossible. On s'en fout, on a l'argent, on veut que dans 30 jours, on veut une réponse de votre part. Dans 30 jours, peu importe le prix du site, 1 million, 2 millions, 10 millions, c'est pas le sujet. Dans 30 jours, on a dit à nos VC que on devait avoir notre site prêt. Et c'est moi qui ai pris la décision. J'ai dit, on fera pas. Peu importe l'argent, on va se griller. Tout le monde parle de vous. On va être la première boîte à se griller. On va pas se griller avec vous. Parce que c'était pas une question d'argent. Il y a des choses que tu peux faire en 30 jours ou en 60 jours, des choses que tu peux pas faire. Alors, on sait très bien que tu peux avoir, pour concevoir un bébé, il faut 9 mois. Mais tu peux pas mettre 9 femmes qui conçoivent un bébé en 1 mois. Ben là, c'est pareil. Un site qui est aussi énorme qu'on n'avait jamais fait du shipping dans autant de pays, on savait que c'était pas possible. Et du coup, je prends la décision, je dis non. Mais cette boîte-là est une boîte, le monde entier parle de Boo.com. Et du coup, ils lancent leur site. Leur site est un carnage. Mondialement, personne ne reçoit les affaires, etc. Et dans les 30 jours qui suivent, ou les 90 jours qui suivent, tout le monde commence à se dire, mais c'est du mytho Internet. Et donc, ça a été un déclencheur. C'est pas ça qui a tout fait, mais ça a été un déclencheur. Tu penses avec le recul que tu aurais dû prendre le site? Non, surtout pas. Au contraire. Parce que alors là, nous, on tombait tout de suite. Mais du coup, il y a une dégringolade d'Internet à ce moment-là, de toutes les valeurs.
Et donc tout le monde, même ceux qui font du software et tout le monde dégringole sévère. Microsoft. Tous, mais il y en a qui sont plus solides que d'autres. Mais du coup, beaucoup de startups qui avaient fait des énormes levées de fonds, ou beaucoup de startups, et puis surtout à ce moment-là, toutes les levées de fonds s'arrêtent du jour au lendemain. C'est comme le Covid, du jour au lendemain, tout s'arrête. Et ben là, c'est pareil. Les levées de fonds s'arrêtent. Et tous ceux qui disaient depuis longtemps, Internet, c'est de la merde, ça va s'arrêter. Ça, c'est mytho. C'est que des mythos, les start-upers qui lèvent de l'argent. Et de toute manière, Internet ne marchera pas. Du coup, tous ces gens-là ont raison. Et donc, tous les gars comme moi qui croyaient à fond dans Internet se retrouvent en fait comme des merdes à dire bah ouais, on est dans la merde. Et donc là, à ce moment-là, l'introduction en bourse en septembre ne se fait pas. Moi, à ce moment-là, je trouve un investisseur qui peut nous aider. À l'époque, en l'occurrence, le fonds de Bernard Arnault qui s'appelle EuropaTweb, pour lequel Bernard Arnault avait été visionnaire là-dessus, même si d'autres après auront pu dire le contraire, c'est-à-dire qu'il avait mis $1 milliard sur la table pour investir dans un fonds d'investissement. En 2000 ou en 99, justement, un fonds d'investissement dédié aux valeurs Internet. Et à ce moment-là, il est d'accord, donc on le rencontre avec mon associé, et il est d'accord pour investir plus. Je vais mettre un peu de teasing, les amis. Si vous souhaitez du coup que JC raconte l'histoire donc avec Bernard Arnault, ça sera donc dans un prochain épisode, donc vous le demandez en commentaire, et on va du coup passer au sujet suivant. Vas-y, continue. Et donc, on saura ça la prochaine fois. Ouais. Au final, moi, je m'en vais. Je laisse mon associé, je prends un peu d'argent avec lui, on a un deal. Évidemment, on parle pas, je ne prends pas des milliards. Ton associé, du coup, tu lui vends tes actions ? Je lui vends mes actions. Ok. Je lui vends mes actions, ça tourne autour du million à peu près, ou un peu moins, voilà. Et là, du coup, je décide de recréer une boîte. À ce moment-là, il y a une boîte qui cartonne aux États-Unis qui s'appelle VerticalNet. Donc, je me dis, je vais sortir du B2C, même si je faisais déjà du B2B, mais je me suis dit, à un moment, je pensais faire du B2C, et je me dis, non, je vais rester dans le B2B. Et VerticalNet, à ce moment-là, c'est une boîte qui a différents verticaux et qui est une place de marché. C'est le début des places de marché. Et je me dis, je vais aussi créer ma place de marché, mais que dans l'énergie. Je vais me focaliser sur l'énergie. Et donc, je crée une place de marché, ce qu'on pourrait appeler aussi une plateforme de trading entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Avec des bureaux donc sur les pays arabes du Moyen-Orient, sur le Maghreb, sur les États-Unis et aussi l'Europe. Ça dure à peu près 1 an. Et donc au début, moi je mets tout l'argent que j'ai pour lancer la plateforme. Je prends 2 associés avec moi. Très vite, ça commence à marcher. On ouvre des bureaux un peu partout. En 6 mois, on voit que ça explose. À ce moment-là, de toute manière, il y a des grosses boîtes de croissance. Vous le voyez tout le temps. Là, on voit que la croissance, ça part tout de suite. Moi, je sais lever des fonds. Je connais Internet. Je me dis, je reviens en Europe à ce moment-là, physiquement. C'est là que j'habite à Paris. Même si je voyage tout le temps. Parce que je me dis à ce moment-là, je suis vraiment entre les États-Unis et le Moyen-Orient. C'est bien, ma famille est là, mes amis sont là aussi. Donc, je reviens et en même temps, je voyagerai tout le temps. Donc, je prends un pied-à-terre à Paris et en même temps, je continue de voyager. Sur mes voyages, là, ça avance. Chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je lance un nouveau bureau. Ça va très très vite. Et au bout de 6 mois, du coup, je me dis, je claque tout ce que j'ai mis, tout ce que j'ai investi. Et notamment, c'était du Friends and Family au début. Et là, au bout de 6 mois, je relève de l'argent. Mais comme j'ai plus d'argent, je vais emprunter à la banque pour montrer à mes investisseurs que je suis mouillé jusqu'au cou et que j'y crois à mort. Et du coup, donc je mets de l'argent sur la table. Et là, je prévois déjà une de mes erreurs principales, c'est que je passe plus de temps quasiment à aller chercher des fonds et lever des fonds que de développer la boîte. On en parlait juste début de avant ta l'épisode. venue avec Yannick, c'est super que t'en parles. Au final, même si on fait du chiffre d'affaires, au final, je passe mon temps, mon énergie, c'est pour lever des fonds. Je lève beaucoup de fonds, mais mon énergie, c'est lever des fonds. Et du coup, 6 mois après, je prévois, et là, évidemment, j'ai la folie des grandeurs, je me dis, je veux faire la plus grosse levée de fonds jamais réalisée en Europe. Et donc, je vais trouver des investisseurs sur le Maghreb, sur des banques en Tunisie, au Maroc, à Dubaï. Et c'est pas encore la folie de Dubaï. Aux Émirats, aux États-Unis, en Angleterre, donc en France. Donc, je monte un pôle de levée de fonds où je me dis, avec ça, c'est sûr qu'on va vraiment exploser. Tu voulais lever combien à l'époque ? C'est en dizaines de... À l'époque, on était en francs.
Mais en francs, on parle de potentiellement 300-400 millions de francs à l'époque. C'est-à-dire, on peut parler de... on n'est pas à 100 millions de dollars, mais c'était des chiffres qui pouvaient être entre 50 et 100 millions. Et en Je me Europe, demande c'est si du c'est jamais pas- vu à l'époque. C'était du jamais vu, il n'y a pas. Et je me demande si c'est pas à ce prix-là que genre Bernard Arnault avait racheté le groupe Boussac à l'époque. Genre il est passé devant tapis et Ah, d'autres c'était- personnes. Donc Ah, c'est c'est- vraiment une très grosse somme C'est d'argent. quoi. une énorme somme d'argent. Et je me dis, je vais faire une levée astronomique. Et tout le monde va en parler. Et du coup, je vais créer un tel effet. Et là, on est en quelle année là? On est en 2001. Ok. Et là, j'ai les accords des banques. Et puis de toute manière, on le dit tout à l'heure, quand c'est gros, ça passe. marche, ça passe. Voilà. Et puis moi, en plus, j'ai 2 associés à ce moment-là qui sont solides dans le métier de l'import-export avec l'étranger, donc qui sont plus âgés que moi. Moi, à ce moment-là, j'ai 25 ans. Donc, mais mes associés, ils ont 35 et 45 ans. Donc, et ils sont solides. Donc, je me dis, je vais vraiment monter une boîte solide et ça va cartonner. Et ça va être une énorme levée. Et puis, j'ai tous les intérêts pendant l'été et tout le monde me dit oui. Donc, c'est bon. Si c'est pas du mytho, c'est les banques qui te disent oui par mail et par écrit. Oui, on va investir chez toi. Donc, et puis, ça doit se faire à la rentrée. Et on parle de mi-fin septembre. Plus exactement, j'orchestre une sorte d'inauguration pour la levée de fonds. Un peu comme, je vous ai vu parfois, un peu comme sur une voiture, un truc comme ça et tout. Ben moi, j'orchestre une levée de fonds. Il n'y a pas normalement une levée de fonds. Tu es là, tu signes avec les avocats et tout ça. Moi, Place Vendôme, j'organise au Ritz, parce que j'avais des bureaux qui étaient Place Vendôme. Voilà, j'organise juste en face le Ritz, et j'organise au Ritz un événement justement pour le closing, des journalistes et tout, un truc énorme. Voilà, à part que Quelle date l'événement? 18 septembre 2001. Ah. À part que je me retrouve tout seul le 18 septembre. Parce que c'est une semaine après les attentats du 11 septembre. Mais tout seul, j'ai un investisseur qui vient me voir pour me souhaiter ses condoléances. Il vient me voir, il me serre la main, il me dit toutes mes condoléances. C'est terminé. Parce que pour recontextualiser la plateforme, du coup... On travaillait entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Les investisseurs étaient des investisseurs américains et des investisseurs des pays arabes. Et la plateforme était une plateforme qui travaillait principalement entre les États-Unis et les pays arabes, quoi. C'était de l'énergie, des produits, des marchandises. Bon, l'histoire a été réglée. Et surtout qu'il faut se dire que moi, faisant confiance à tous les investisseurs, j'avais anticipé mes dépenses. Évidemment, tu es obligé parce que tu dois suivre un business plan. Donc, dans ton business plan, tu commences à parler de ta levée et du coup, tu te projettes sur l'après. Et moi, je pensais que la levée, même en 3-4 mois, on pouvait le faire. Puis après, je me suis dit non, on va faire ça en 6 mois. Mais entre-temps, tu dis aux investisseurs que déjà, ton business plan de l'année 2001, tu dois l'exécuter. Donc, tu investis sur tous les pays. Mais ça veut dire que tu as un cash burn tellement fort que si ta levée, tu la fais pas au 18 septembre, ton mois de septembre, fin septembre, si tu n'as pas l'argent pour payer tes salaires, tu es mort. Et évidemment, je me retrouve seul le 18 septembre. Et évidemment, dans le mois qui suit, la boîte fait faillite. C'est terminé. Et du coup, moi, non seulement j'ai plus d'argent, mais j'ai des dettes parce que j'ai emprunté sur la deuxième levée. J'ai emprunté aux banques. Donc du coup, j'ai pas grand-chose, mais on me prend tout ce que j'ai. Et du coup, je me retrouve à ce moment-là, à partir de fin septembre, début octobre, à ce moment-là, je me retrouve SDF. Officiellement, SDF, c'est sans domicile fixe. Donc, je n'ai plus de domicile. Je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus rien. Donc après, est-ce que je dors sous les ponts la nuit? Non. Parce que j'ai des amis. À ce moment-là, il se trouve qu'il y a une copine que je viens de rencontrer qui est devenue ma femme, voilà, qui m'héberge. Mais la réalité, c'est que je n'ai plus rien à ce moment-là et que je n'ai plus où dormir, je n'ai plus de travail. Et que pour le coup, à ce moment-là, j'étais ce qu'on appelle aux États-Unis, je me vantais d'être un drop-out, c'est-à-dire d'avoir arrêté l'école. Ouais, moi j'ai arrêté l'école et tout, mais à ce moment-là, les entreprises où je vais passer des entretiens me disent, bon déjà, il faut que je retourne passer des entretiens. Et moi, quand même, je me dis, vu ce que j'ai vécu, je suis un tueur. Même si j'ai échoué, c'est pas grave. Là, tu te sens pas comme le pire des losers, genre catastrophe à date, plus d'argent, machin. Enfin, tu te dis pas, toi, tu rebondis direct. Non, d'abord, ça fait mal à l'ego. Parce que déjà, tu passes de milliardaire 18 mois avant, à là, t'as plus rien. C'est-à-dire que là, j'ai un sac à dos. Et t'as combien de dettes à l'époque? À l'époque, c'est pas énorme, mais ça se joue en centaines de milliers d'euros quand même. Plus de 500 000 euros de dette? Non, mais pas loin. Ok. Ouais, mais à l'époque, pas loin. À l'époque, c'est au ouais, moins à l'époque, 800 000 euros d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça.
Exactement. À l'époque, on parle de gros millions de francs, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Et du coup, à ce moment-là, je me retrouve où ça fait mal à l'ego. Là, l'ego, il s'en prend un coup parce que 18 mois avant, un milliardaire à New York, là, j'avais la grosse tête. Là, je croyais que ça y est, j'allais être le prochain, je sais pas moi, Bill Gates, je sais pas moi, Steve Jobs, Bernard Arnault. Je me disais, je suis intouchable. Je suis intouchable, en fait. Là, je me suis dit, là, je volais. Là, clairement, si vous voyez Coco, mon fils, il va voler. Moi, je volais, quoi. Moi, c'était en mode, je vais voler. Voilà. J'avais rien qui m'arrêtait. Mais il se trouve que là, je me fais arrêter une fois. Et je me fais arrêter 2 fois. Et la deuxième, elle fait très, 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 très mal. Parce que là, ça veut dire que tous ceux qui disaient, qui jouaient les Cassandra à l'époque et qui disaient, tu vas voir, tu vas pas marcher, Internet, on n'y croit pas. Là, ils avaient raison. Parce que là, il y avait plus d'histoire d'Internet, il y avait plus d'histoire de start-up, de levée de fonds. Donc, ils avaient tous raison. Donc là, ça veut dire que je passe 2-3 coups de fil de gens que je connais en me disant, je vais rebondir. Mais là, du coup, s'ils me répondent, les gens, il y en a peu qui me répondent. Mais ceux qui me répondent, ils me disent, j'y sais, tu t'es planté. Donc là, maintenant, c'est pas comme aujourd'hui, fail fast, on rebondit. Là, il n'y a pas de rebond. Là, c'est. T'es tombé. Tu doutes de toi à ce moment-là? Là, ouais. Là, je me dis, ils avaient raison. Je suis une merde. Franchement, là, tu dévalorises à mort. Mais je me dis, bon, je viens de rien. Je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mes parents, ils sont venus d'encore moins rien que moi. Eux, ils étaient pauvres. Moi, j'ai eu ce que je voulais. Je suis pas né j'étais pas dans la rue, mais mes parents, eux, y étaient. Ils avaient pas d'argent. Moi, quand même, je viens d'un milieu où j'avais de quoi manger, de quoi vivre. Mes parents, ils se sont enseignés pour moi, même si on vient pas d'une famille riche, mais ils se sont enseignés pour moi. Et donc, je me suis dit, je peux pas descendre plus bas que ce qu'ils étaient, voir que là d'où je viens, en fait. Donc, au final, je ne peux que rebondir. Mais ça fait mal. Les amis, JC a une histoire tellement folle que là, on s'est arrêté à 25 ans de sa vie, ce qui est assez fou. Si vous souhaitez du coup qu'on fasse un nouvel épisode avec JC, parce qu'on doit passer au sujet suivant, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et pour tous ceux du coup qui souhaitent voir JC plus vite, au moment où vous voyez cette vidéo, il y aura donc l'ouverture de la billetterie Ultra. Et donc à Paris, le 10 mars, on aura donc la possibilité donc d'avoir JC en intervenant qui viendra donc raconter la suite de son histoire. Et je vous propose donc de cliquer dans le lien donc dans la bio pour du coup prendre votre place. Et nous, on passe au sujet suivant, Amine. Exactement. Alors, le sujet suivant, un petit jeu qu'on va faire ici ensemble. On va le tester, hein, JC, comme ça, t'es au courant. Sure. On l'a jamais fait auparavant. C'est le pour ou contre. Pour ce faire, 3 tableaux Velleda. Je vous en donne un à chacun. S'il te plaît, JC. Merci. Voilà. Alors, je vais vous proposer plusieurs thématiques, plusieurs sujets. L'objectif, il est simple. Me dire si vous êtes pour ou contre. Sur la tablette, vous écrivez pour ou contre. Et après, on va débattre ensemble pendant quelques minutes. On va voir comment ça se passe. Est-ce que vous êtes chaud? Yes. Démarrons le jeu. Alors, premier sujet. Entreprendre à un jeune âge. Pour ou contre? Il faudra expliquer aussi. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, Marvin efface déjà. Il a déjà changé d'avis. Parce que j'ai mal écrit. Je vais mettre juste un truc, un X ou un O. Ok, vous êtes prêts? Vous pouvez retourner tous en même temps. Ok. Oh, intéressant, Marvin, contre. Écoute, je veux t'entendre toi en premier. Pourquoi contre? Alors contre, parce que je pense qu'il faut mettre Déjà, c'était parce que je savais qu'ils allaient tous mettre pour. Donc Bien joué. Je voulais créer du contraste. Non, je pense vraiment que pour mes enfants, et j'y pense de plus en plus. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer la fille de JC. Et j'ai jamais eu de vraiment... Encore une fois, il est venu m'apporter encore une nouvelle vision. J'ai jamais eu de définition claire sur ce que je voulais pour mes enfants plus tard, vraiment. Mais j'ai toujours voulu qu'ils aillent à l'école et que du coup, ils entreprennent le plus tard possible. Et hier, j'ai rencontré la fille de JC, j'ai vu son plan, je lui ai dit, je veux que tous mes enfants, ils soient comme cet enfant. Parce elle est très jeune, elle a 14 ans. Elle a une vision qui est extraordinaire de la vie. Elle sait déjà qu'elle veut aller dans les meilleures écoles, etc. Et moi, je pense qu'entreprendre jeune, c'est ni bien ni mal, mais tu seras toujours capé. Tandis que quand tu entreprends peut-être après 25 ans, peut-être, ou peut-être après à partir de 23, 25 ans. Enfin, est-ce que 25 ans, c'est jeune ou pas jeune? Après 25 ans? C'est plutôt normal. Moi, pour moi, jeune, c'est comme JC, comme moi, on a vraiment commencé très tôt. Et pour moi, après 25 ans, c'est top parce que tu as eu le temps d'aller à l'école, tu as eu le temps de faire son réseau, tu as eu le temps vraiment de savoir comment piloter une boîte, de faire des stages, de t'améliorer. Et ensuite, seulement, tu peux aller vers un domaine. Et je pense que plus tu es formé vite, parce que tu vois, moi, j'ai des lacunes de base que je pourrais jamais rattraper, tu vois.
Mais en gros, le fait de se former plus tard et d'avoir vraiment les informations parfaites. Par contre, je suis convaincu que si la fille de JC est entrepreneuse, elle fera mieux que lui. Sur à 1000%, elle est smart. Ouais, elle est très très smart. Elle est très très smart. Et derrière, elle va commencer à 25 ans, mais derrière, elle a l'expérience de son papa, elle a l'expérience de l'école, elle a le réseau, elle a dit ouais, je vais aller à Harvard, tu vois, genre elle était déter, elle aura déjà fait une fondation, etc. Là où nous, on aura fait beaucoup plus d'erreurs bêtes, elle aura directement une vision beaucoup plus haute Ouais, je suis de la d'accord. chose. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui peut le répondre et lui dire un peu que pourquoi il a tort ou pas? Moi, j'ai envie de dire, moi j'ai mis pour, j'ai hésité. J'aurais pu mettre contre aussi, avoir tous les arguments pour contre. Mais déjà, il y a deux choses. Un, jeune, c'est quel âge? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas. C'est ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, 25, 26, 27 ans, je trouve que ça peut être bien. Bon. Mais sur le principe, moi je dis, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est vrai. C'est-à-dire que demain, ma fille, elle va entreprendre. Je lui dis, tu continues tes rêves d'école, mais à côté, tu entreprends. Tu veux monter ta boîte, à toi de te débrouiller. De toutes les manières, tu auras toujours des barrières, tu auras toujours des éléments. Mais à côté, ouais, il faut que tu travailles l'école et en même temps, tu montes ta boîte. Donc pour moi, déjà, un, ça dépend de quel âge. Et deux, il n'y a pas d'âge. Demain, il y a un gars qui peut monter sa boîte à 60 ans ou à 65 ans, qu'il le fasse. Voilà, il n'y a pas d'âge. Par contre, hyper important, entreprendre pour moi, c'est une vocation. C'est-à-dire que pas tout le monde n'est prêt pour entreprendre. Déjà pour moi, pour entreprendre, le premier élément, c'est est-ce que tu es prêt à tout sacrifier? Si tu es prêt à tout sacrifier, tout le confort que tu peux avoir, tu es prêt à sacrifier tout, ton mariage, tout, le fait que tes enfants te voient. C'est-à-dire que si tu veux un équilibre vie privée, c'est mon avis, et vie pro, n'entreprends pas. Il y en a qui arrivent, félicitations. Mais pour moi, il faut que tu sois prêt à dire je suis prêt à tout perdre. Donc c'est là où ça peut être une vocation. Mais il n'y a pas d'âge. Super, merci, vous avez bien répondu. On passe au sujet suivant, l'importance des diplômes dans le monde des affaires. Pour ou contre? Est-ce que c'est important d'avoir des diplômes au final? Alors, est-ce que vous serez d'accord? Attends. Je vois déjà quelques réponses. Ça va être J'ai intéressant. hésité entre les deux. De quoi Donc, la question, c'est est-ce que c'est important d'avoir des. Ouais. Ok. Ok, super. Vous pouvez retourner, les amis. Ok, ouais, top. pour JC et Marvin, contre pour Mason. On t'écoute, Mason. Pourquoi contre? Je pense qu'il faut faire la nuance entre, selon moi, les diplômes et l'école. Je pense que l'école est extrêmement importante pour un sujet dont on parle peut-être pas forcément, c'est surtout le réseau. Les gens que tu vas fréquenter dans ces environnements-là vont être les gens qui vont t'entourer au moment où tu vas lancer ton entreprise, les gens que ce soit tes associés ou les gens que tu vas recruter. Il y a des exemples de réussite extrême de gens qui ne sont pas forcément diplômés mais qui ont fréquenté des établissements d'élite. Il y a très peu d'exemples de gens qui ont vraiment, vraiment réussi à très haut niveau et qui ont même pas fait d'école, quoi. Ok. Marvin, t'es d'accord? Ouais, en fait, tu sais, la dernière fois, j'ai envoyé le podcast d'un mec qui a fait la boîte Deal à JC, qui est juste incroyable. Et le gars dedans, il dit, tu vois, il dit oui, du coup, Alex Oasis. il dit, moi, je comprends pas. Oui, il dit un truc dans ce style-là, il dit, je comprends pas qu'on peut pas garder l'équipe du début, tu vois. Et puis le gars, il te dit, j'ai fait MIT. Donc en fait, si tu veux, quand t'as fait la meilleure équipe du monde, là où tous les talents sont là, que by the way, en plus, son père avait une grosse boîte, etc. C'est normal qu'en fait, dès le début, t'aies la meilleure équipe et qu'en fait, l'équipe, elle change pas parce que c'est déjà les gens, en fait, du dernier niveau, quoi. Donc, je pense que, ouais, je suis pour. JC, c'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, en fait, plus t'as la meilleure école, si t'as déjà l'esprit entrepreneur, mais tu vas encore plus loin. Voilà. C'est ce que tu disais à propos de ma fille, c'est-à-dire que si j'avais fait Harvard, mais je serais une bombe atomique en fait. Ouais. Si j'avais fait Harvard, que j'aurais le réseau d'Harvard et que j'aurais eu l'intelligence, parce que pour faire Harvard, c'est pas juste je fais Harvard. Derrière, il faut avoir une CPU qui cartonne. Derrière, il faut avoir un niveau aussi. Et si tu l'as pas, t'as intérêt à bosser encore plus pour l'avoir. Donc, si t'as le réseau et que t'as vraiment fait un super diplôme et une super école, c'est-à-dire que ça t'ouvre tout. C'est-à-dire que si ça se trouve, au lieu de faire la banque d'affaires que j'ai faite, j'aurais été directement chez Goldman Sachs. C'est clair. Tu penses que le diplôme, c'est important? Je pense que le diplôme te permet... Après, est-ce qu'on peut réussir sans diplôme? Grave. Oui. Mais si tu as un diplôme, c'est tout ce qui va derrière. C'est pas juste le titre. C'est que demain, si j'avais fait vraiment HEC, l'école de commerce française, si j'avais fait Harvard, si j'avais fait Stanford, j'aurais eu le réseau déjà, premièrement, qui va avec. Mais surtout, j'aurais eu tout le... comment dire? Je me serais donné les moyens de...
C'est-à-dire, j'aurais tout ce qui va derrière. C'est-à-dire que j'aurais fait derrière, j'aurais beaucoup bossé pour y arriver, énormément bossé, parce que tu peux pas arriver, même si tu as un super cerveau, tu peux pas réussir à faire Harvard ou Stanford ou HEC ou une très grande école. Donc après, au mieux est ton école, si tu as l'esprit déjà entrepreneur qui va avec, si tu es déjà prêt à bosser, parce que école ou pas école, c'est sûr qu'entre un gros bosseur et un mec qui est un petit branleur d'une super école, clairement, qu'il ait fait Harvard, qu'il ait fait HEC, peu importe, c'est sûr que celui qui bosse beaucoup, même s'il n'a pas de diplôme, il réussira mieux. Ça, c'est sûr. Mais si tu as un super diplôme et qu'à côté, tu as un super mindset et que tu es un gros bosseur, je dirais pour moi, tu réussis encore mieux. Super. Ben, écoutons, passons au dernier sujet, les amis. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, hier, on a eu la chance, on l'a dit à plusieurs reprises, d'être invité chez JC. Et j'ai parlé avec une des personnes qui travaille dans la médecine. Elle me disait que l'immortalité arrivait à grands pas. Bientôt, on va être immortel dans plusieurs années. Et donc, l'immortalité, pour ou contre, les amis? Alors, t'as déjà choisi, JC? Ok. Tout le monde est ok? Ouais. Let's go, vous pouvez retourner. L'immortalité, j'y crois à mort. Ah, ok, bah, vas-y, explique-nous pourquoi. Déjà, premièrement, c'est pareil, c'est tout ce qui va avec. C'est-à-dire que t'es pas demain immortel en mangeant mal, en faisant pas d'exercice, en ayant un équilibre dégueulasse. C'est-à-dire que derrière, évidemment, tu es ce que tu manges. Donc d'abord, la nutrition, c'est le point number one. Donc si à côté, tu as une très bonne nutrition, en ce moment, il y a beaucoup de reportages depuis quelques années, comme Game Changer. Moi, depuis que j'ai vu Game Changer la veille du lockdown, depuis, je suis passé vegan, déjà. Boum. C'était déjà une première étape. Et depuis, je vois à quel point, justement, l'exercice physique aussi, ça aide énormément. L'exercice intellectuel aussi. Je me suis toujours dit que je mourrais au travail. Et mon premier, et c'est un de mes objectifs, c'est de mourir au travail, peu importe l'âge. C'est-à-dire qu'à un moment, dès que tu commences... Mais target, c'est comme une dinguerie ce qu'il vient de Ouais, dire. c'est ce que je suis en J'aime train de beaucoup, moi je réfléchir. rejoins la philosophie, si je peux rejoindre, je suis pour aussi. Hein. Mais c'est dingue ce qu'il vient de dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, peu importe l'âge, mais à un moment, c'est important de se dire, l'activité physique et l'activité intellectuelle, ça fait partie ça doit faire partie de ta vie. Et ensuite... Justement, on voit bien que de plus en plus, avec toutes ces startups, toutes ces nouvelles technologies, et également tout ce qui est ces nouvelles médecines, tu arrives à inverser le cours. Par exemple, il y a 3 mois, j'ai fait un test de sang et pour voir l'âge biologique que j'ai aujourd'hui, et j'ai gagné 4 ans. C'est-à-dire que là, je vais arriver sur 48 ans, et mon âge biologique aujourd'hui, c'est 43 ans et demi. Quasiment presque 44 ans. Donc déjà, je suis arrivé à réduire. Et c'est l'âge biologique, ça ment pas. Hein. C'est clairement, c'est le sang, c'est une analyse poussée que j'ai fait dans un centre, etc. Et donc, je suis convaincu que, sans aller à du Benjamin Button, hein, mais je suis convaincu qu'à un moment, tu peux réduire et inverser. En fait, la base pour moi, c'est d'inverser les choses. Moi, je suis pour les deux. Donc, en gros, je suis pour et contre. Mais je pense que l'immortalité va servir à très peu de personnes. Je m'explique. En fait, je trouve déjà que c'est bien que les gens meurent. Je trouve que c'est bien que c'est meurent parce qu'en fait, vu que la majorité des gens sont assez fatigués, ne font pas grand-chose, et même en sachant que tu vas mourir, se laissent porter par la vie, bah, en gros, si tout le monde savait qu'il n'y ait pas de fin, bah, en gros, ça ferait un monde avec beaucoup de gens fatigués. Par contre, il y a une minorité de personnes qui changent le monde et qui révolutionnent le monde consciemment. Et je dis pas forcément que les entrepreneurs, etc. Mais... ces gens-là qui vivent plus longtemps, ça pourrait servir à un grand monde. Par exemple, à Elon Musk, tu vois, ça serait cool s'il était immortel, tu vois, parce qu'il va pouvoir apporter tellement de valeur pendant un terme. En fait, l'immortalité servira, de toute façon, elle servira que pour ces gens-là. De toute manière, de toute façon, il n'y a que eux qui pourront la payer au début. Mais je pense que oui, du coup, elle servira à une petite minorité, mais que sinon, c'est bien que le fait que les gens meurent, quoi. Comme ça, ils se bougent. Qu'est-ce que tu penses de Brian Johnson? Combien d'années il a rajeuni, lui, biologiquement? Je crois que c'est plus de 10, 15, voire 20 ans. Hein. En fait, j'y crois et je suis favorable parce que, et c'est là un peu où je rejoins ce que dit Marvin, à un moment, il faut aussi que ça serve. Clairement, par contre, en contrepartie, si c'est pour être immortel, mais ne rien apporter pendant 30 ans, être un légume ou même être juste, parce que moi, voilà, vous avez bien entendu, moi, je fais les choses extrêmes. Si demain, j'ai plus d'adrénaline, je peux mourir.
Peu importe l'âge que j'ai, que ce soit à 50 ans ou à 60 ans ou à 120 ans, à un moment, si tu sers à rien, tu sers à rien. Non, mais c'est vrai, la réalité, elle est là. Donc, si à un moment, je sers à rien parce que j'apporte plus rien à la société, j'apporte plus rien à mes proches, à ce moment-là, je peux mourir et c'est pas grave. Voilà, et c'est la vie. Par contre, à un moment, mais de toutes les manières, on est comme tout, c'est-à-dire que l'immortalité de tout le monde, ça n'existera pas. Par contre, le fait qu'à un moment, il y ait des gens qui veuillent et qui arrivent à inverser le cours des choses, c'est ça qui est fort. Et donc, si tu prends Brian Johnson, c'est ça, le mec qui passe son temps à réfléchir comment je peux rajeunir. Mais au-delà d'une apparence physique, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il arrive à inverser le cours des choses. C'est-à-dire que ce qu'on dit depuis des décennies dans la médecine traditionnelle, il prend le contre-pied total. Et c'est ça qui est fort. Et ça marche. Et toi, vis-à-vis de ça, juste un dernier point, le sommeil, lui, c'est un des points qui traque et il essaye d'être à 99% de ses heures de sommeil nécessaires et pour lui, c'est essentiel dans cette quête d'immortalité. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça ? Il a raison. Et moi, pour le coup, c'est mon démon. Okay. Ouais, parce que tu dors pas beaucoup de Moi, je dors pas beaucoup. Moi, je dors entre 2, 3 et 5 heures. Tu penses que tu serais plus performant si tu dormais plus ? Je serais beaucoup plus performant. Mais il se trouve que je suis fait comme ça, premièrement, et que mon cerveau n'arrête jamais de cogiter. Donc, du coup, au final, un de mes objectifs, c'est aussi, à un moment, d'arriver à mes 5 heures de sommeil quotidienne, ce serait bien. Si j'arrive à 5-6 heures, ce serait mon rêve sur la durée. Mais au final, j'ai trop d'adrénaline au jour le jour, trop d'idées, trop de projets. J'ai trop envie de vivre, justement. Et tu vis quand tu dors pas à la base. Mais la réalité, c'est que au fur et à mesure des années, surtout les 2, 3, 5 dernières années, j'ai compris à quel point le sommeil jouait aussi dans cette inversion. Et je suis certain que c'est un de mes sujets principaux de travail actuellement. Okay. Super. Bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, merci énormément JC pour ta venue. C'était un épisode exceptionnel. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à donner tous vos avis, commentaires que vous voulez. Nous, on attend ça, on accueille ça vraiment comme le froid que JC accueille. Et pour finir, on voulait partager à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin une idée de vidéo YouTube que Marvin a eu. Je te laisse l'expliquer. Yes, du coup, pour toutes les personnes qui ont du coup des commerces ou des business qui sont donc en France et en Belgique, on peut se déplacer. On aimerait du coup venir donc dans votre business ou dans votre commerce, peu importe, venir vous soutenir, venir vous conseiller, venir peut-être éventuellement même consommer chez vous. Donc si vous avez du coup, si vous faites partie du coup de ces profils-là, n'hésitez pas du coup à nous envoyer du coup soit un message privé sur Instagram ou soit on essaiera de mettre une adresse email juste ici avec donc la présentation de votre concept, etc. Et on essaiera de venir faire une vidéo YouTube chez vous pour vous mettre en avant et 2, vous donner de la force. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre épisode avec JC et si donc vous voulez le revoir sur un épisode ultra cash. Merci à tous. Merci à tous. Merci.